quel daily pour quel passionné? Alors, un daily de passionné n'est pas forcément un daily passionnant, n'est-ce pas, Erwan? Oui, et je peux même t'affirmer que la secte du Daily Tas de merde grandit de jour en jour et Mais j'ai pu ouais, le voir dans les commentaires et j'étais très content. la dernière fois, on s'est disputé en direct parce qu'on n'a pas la même vision du daily Pas du et tout. tu as des gros rangs de supporters derrière toi. Oui, vraiment, en quittant le podcast, je me suis vraiment remis en question. Je me suis demandé si mon cerveau était correctement aligné, je me suis dit, attends, est-ce que tu dis vraiment n'importe quoi? Puis ensuite, j'ai vu les commentaires s'accumuler en disant, mais Ouais. oui, le Daily Tas de merde. Manifestons pour le Daily Tas de merde. Du coup, j'étais très content. Merci à tous ceux qui me Bah, soutiennent parce que écoutez, sur le moment, les gars, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vous propose qu'aujourd'hui, on va prendre comme point de départ la dispute qu'on a eue avec Erwan la dernière fois, qu'on mhm. va vous récapituler. Mais d'abord, bonjour. Moi, je suis Alex Wagner Bonjour de la d'abord. chaîne YouTube L'Ingénieur des Cryptes. Je suis avec Erwan de la chaîne Erwan TGD. Et on est sur Parlons Bagnole en partenariat avec Ovoco. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de daily. En fait, finalement, c'est ce qui a vraiment lancé cette idée de poursuivre le débat Mm. du daily. C'est la discussion de la semaine dernière qui a divergé, comme d'habitude. On s'est dit que c'était pas possible de ne pas traiter ce sujet parce qu'effectivement, le daily dans la vie d'un passionné peut se manifester sous plein de formes différentes. Il y a évidemment le daily tas de merde qu'on appelle comme ça affectueusement, évidemment. Euh, mais il y a plein de manières de voir un daily. Et je pense qu'on a tous nos, comment dire, nos impondérables dans le choix d'un daily, en plus évidemment du côté financier qui est évident et qui va apparaître. Euh, mais j'ai envie d'abord de te lancer la pierre, Alex, Bah, pour savoir, te lancer la je- balle plutôt, savoir comment tu écoute, vas. il y a clairement deux camps. On est sur une dichotomie. Moi, j'appelle ça une sorte de fracture des passionnés automobiles, parce qu'on a d'un côté, c'est mon camp, le daily passionnant, et de l'autre côté, ton camp, c'est le daily anesthésiant. Oui, alors, le truc c'est il faut quand même remettre dans le contexte. Là, moi, j'étais dans une logique de délit anesthésiant pour des raisons principalement financières. Parce que, en plus de ça, j'ai déjà la chance d'avoir deux voitures passionnantes que je peux prendre quand j'ai envie pour aller les conduire. Mais je disais que les prendre régulièrement me faisait quand même questionner un peu leur utilité dans certaines tâches. Et que une petite voiture vraiment râlait pas crête financièrement m'irait très bien parce qu'il y a des tâches pour lesquelles j'estimais que ça correspondrait parfaitement. Et j'étais donc dans cette logique de délit anesthésiant. Après, plus on monte on va dire, dans le côté financier et dans les rangs, moins mes envies de daily sont anesthésiants. Donc, il y a Bah, quand même une alors, évolution. je sais pas, t'es pas honnête, parce que tu m'as défendu ton pote passionné qui a je sais pas quel avion de chasse dans sa collection, et qui, à côté de Mhm. ça, il avait quoi, une Clio diesel comme daily? Ah ouais, une Clio 2 diesel bien rincée, Ouais, ouais. ouais, voilà, ouais. Donc, le mec, il a le budget d'avoir mieux, mais en Ah bah fait, large. il voulait une sorte de libération ultime, une non prise de tête, une Oui. insouciance totale, Mhm. et c'était ça aussi que tu défendais. Alors c'était absolument ce que je défendais. Et d'ailleurs, même quand je regarde ma liste là, des différents daily, j'ai choisi des daily raisonnables, des daily sportifs, des daily ultimes, des daily luxe. Ah, Je quand pense que même. même pour le jour où je roulerai au quotidien en Bentley Continental GT, il y a de grandes chances pour que j'ai toujours un micro truc à côté qui justement représente cette absence totale de charge mentale et Hmm. finalement d'efficacité et de pragmatisme. C'est surtout ça que je cherchais la dernière fois, c'est le mot qui m'est pas venu à l'esprit. Mais moi, fondamentalement, je reste extrêmement... Je suis quelqu'un de pragmatique dans la vie. Je suis quelqu'un de très très pragmatique. Ouais. Alors, le pragmatisme et la passion sont deux choses qui peuvent se rentrer dedans, c'est certain. Mais, dans certains cas, mon pragmatisme prend le dessus sur ma passion. Oui, le mot que j'avais choisi de mon côté, c'était utilisable. Donc ça rejoint complètement ta notion de pragmatisme. Oui, c'est ça. Et donc, pour revenir sur la question pourquoi est-ce que ma E34 c'est pas mon daily de rêve, ben parce que de manière pragmatique, oui, effectivement, quand je suis assis dedans, je suis très content.
Mais pour certaines tâches que je fais très régulièrement, typiquement traverser Aix-en-Provence à touche-touche, en traversant des dos d'âne, à 20 km/h de moyenne, avoir un V8 boîte manuelle, c'est mon côté pragmatisme disjoncte. Tu vois, si tu veux. Je t'ai souvent entendu te plaindre de la consommation de ton V8. Oui. Et quand tu parles d'avoir un daily prix plancher, la consommation, c'est un aspect. Oui. Et c'est là où je peux pas être d'accord avec toi. Tu sais ce que ça me rappelle, Erwan, c'est les mecs qui gagnent trop d'impôts, qui gagnent trop et qui payent trop d'impôts. Alors, tu es en train de nous préconiser que la solution pour payer moins d'impôts, c'est de gagner moins d'argent finalement. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Non, parce que si tu veux, moi le V8, il y a des moments où, typiquement, la semaine dernière, j'ai été roulé avec la voiture parce que j'ai été filmé avec, et vraiment pas très loin de chez moi, j'ai des routes qui sont géniales. J'ai pris la E34 parce que c'était le sujet de ma vidéo, et c'est des vidéos qui vont bientôt arriver. On débute le projet, comme je l'ai dit dans le podcast, de modification et d'amélioration de la voiture. Je suis parti, j'ai été roulé pour la vidéo, je me suis fait plaisir. Il faisait super beau, en plus c'était canonissime, j'ai pris des belles photos, j'étais trop content. Et là, pour moi, c'est un cadre où que la voiture consomme 5 ou 25 litres au 100, j'en ai rien à faire. Parce que j'ai pris du plaisir à rouler dynamiquement, j'ai pris du plaisir à emmener la voiture dans un environnement que je trouve cool, à faire des photos, etc. Et donc là, le fait d'avoir consommé un quart de plein je sais pas, même pas 100 km, j'en ai rien à faire. Parce que c'est ce qui se passe. Et un quart de plein, attention, c'est 20 litres. Hein. Parce que donc voilà, je suis parti de chez moi, c'était même plus qu'un quart de plein, c'était quasiment un tiers de plein en partant 3 heures, roulé même pas 100 km. Je pense que j'ai fait 80 km, mais j'ai roulé comme une andouille, et j'étais trop content. Mais consommer cette même quantité de carburant pour faire 20 bornes dans les bouchons, c'est non. J'y prends aucun plaisir. Ouais. Donc, tu vois, il y a quand même cette notion de pragmatisme, parce que il y a cette notion situationnelle, entre guillemets, et pour moi, elle est importante. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, malheureusement, peut-être, la plupart de nos trajets sont faits dans des conditions très ordinaires. Oui. Et donc, tu es en train de nous suggérer que on peut se passer de plaisir automobile pour la plupart de nos trajets. Moi, ça me semble complètement alien. Il y a moi, je trouve qu'il y a des trajets. Moi, je prends un certain plaisir. Alors, il y a deux arguments. Il y a déjà, dans les commentaires, quelqu'un qui avait dit que la vie était trop courte, et que la vie était trop courte pour conduire une voiture chiante. Il y a ce slogan anglais que tu dois connaître. Life is too short to drive boring cars. To drive boring cars. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Alors, je suis d'accord. Mais non, t'es pas d'accord. Ouais, mais je suis d'accord, mais tu vois, c'est pas comme si j'avais pas de bagnole à côté et que je pouvais. J'ai quand même 2 voitures cool. Mais alors regarde, on va changer le truc. La E34 par exemple. Ouais. Je me faisais la réflexion hier. En fait, c'est ce trajet qui m'embête. C'est ce trajet que je fais quasiment quotidiennement pour aller à mon coworking et pour aller au même endroit. Il y a le tennis, etc. Alors, il y a des jours où je suis très content de le faire dans une caisse de sport, et je le fais. Mais il y a aussi des moments où si ma E34 était, et attention, ça va blasphémer fort, un E34 525 TDS boîte auto, avec une config sympa, ça me changerait pas la vie. Parce que pragmatiquement, c'est mieux, en fait. Oui, c'est vrai que tu as l'architecture intérieure d'une 525 TDS qui va être assez similaire. Bon, t'auras peut-être pas des sièges aussi sympas. C'est sûr. T'auras pas les mêmes finitions. Il y a des éléments qui vont me manquer. Mais oui, je t'accorde que t'auras le charme vintage de l'engin. Ouais. Voilà. Et c'est là aussi, dans le daily, il y a des caractéristiques. Il y a les caractéristiques qu'on aura chacun dans un daily. Et moi, dans mes catégories de daily que j'ai notées, il y a des caractéristiques qui se retrouvent dans toutes les voitures, dans tous les budgets. Typiquement, j'ai des impondérables. Alors, on va dire que une notion, c'est pour ça, je dis pas, une notion d'économie relative de carburant est importante pour moi. Voilà. Alors, c'est sûr que. Attends, il faut que je te coupe là parce que
Tu sais à quoi ça me fait penser, Ça cette commence. notion d'économie de carburant? Ouais. Figure-toi, Erwan, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. En fait, je commençais à manquer de thunes et je me retrouvais confronté au spectre qui pour moi est assez terrifiant de devoir faire attention à ma consommation de carburant. Donc je me disais, ok, ça veut dire que soit je dois acheter une voiture qui consomme moins, mais ça Mhm. c'est terrifiant, soit je dois conduire moins pour économiser du carburant, ça c'est terrifiant, Ouais. soit je dois, avec ma voiture existante, conduire à l'économie, mais alors ça c'est l'option la pire de toutes. Et donc je me suis dit, non, je veux aucune de ces trois options, donc je vais trouver une quatrième option qui va être, je vais créer une chaîne YouTube dans le but de me payer un plein par mois. C'était ça mon ambition au départ, figure-toi. Ah, Véridique. c'est quand même une drôle d'ambition d'économiser du carburant en venant d'un mec qui a quand même 18 voitures en permanence, quoi. Ah, Si je peux me permettre. 5-6. Ouais, mais tu sais, Enfin, voilà. Enfin, ouais, mais ça c'est de l'argent immobilisé. Là, je fais oui, des maths oui, de mec, c'est pas des dépenses, c'est de bien l'argent sûr. qui est placé, qui est bloqué, alors que le carburant, bah, c'est de l'argent qu'on crame littéralement par le pot d'échappement. C'est ça. Les maths de mecs, des maths qui font aucun sens sauf pour les mecs. Je travaille sur le slogan des maths de mecs, Eh ben on y arrivera. la chaîne a bien fonctionné, donc la chaîne paye mon carburant et d'ailleurs elle est en passe de payer tout mon entretien. Donc Ah bah, Mazel Tov. écoute, Et oui, donc, alors, oui, effectivement, c'est intéressant, mais moi tu sais, j'ai repensé la dernière fois. On va arriver aux catégories de daily, hein. hum, hum. Mais j'ai repensé la dernière fois, on avait eu un débat, je sais plus sur quel épisode, où on parlait des différentes. Il y a un abonné qui nous avait posé une question: comment est-ce que vous ressentez la voiture? Qu'est-ce qui vous amène du plaisir Ouais, dans le ouais, ressenti ouais. de la voiture? Et du coup, je me suis questionné. Je me suis questionné parce que, effectivement, comment ça se fait que moi, Erwan, ultra passionné qui parle de bagnole du soir au matin, je puisse prendre du plaisir lorsque je me retrouve dans des voitures absolument lambda? Je me suis posé la question. Hum, Et, et la réponse, en fait, est finalement assez simple. Moi, ce que j'aime ressentir dans une voiture, c'est en fonction, on va dire, du cahier des charges de la voiture, de la marque, etc., et de ce que cette voiture est censée faire, c'est-à-dire plutôt une voiture de sport, plutôt une voiture pour faire l'autoroute, plutôt une voiture de daily. Moi, ce que j'aime, c'est m'asseoir dedans et analyser si l'environnement global, donc intérieur, ergonomie, moteur, boîte de vitesse, tout vraiment le ressenti correspond à ce que la voiture est censée faire. hum. Et en fait, c'est comme ça que j'analyse une caisse. Mais que je m'asseye dans une Clio diesel, dans une Tesla, dans une Bugatti Chiron, je fais la même chose. C'est la même analyse. Ah bah Et là ce t'as qui... ta casquette journalistique en effet. Ouais, mais c'est même pas une casquette journalistique, c'est comme ça que je vis le truc. Moi, Ok. tu vois, c'est. Et ça sort même des considérations parfois de marque, de prestige ou de trucs comme ça. Parfois, je vais m'asseoir dans des voitures et ça va cocher des cases qui sont dans ma tête et je vais me dire, mais ça, c'est très cool. Mais ça, honnêtement, ça peut m'arriver avec des voitures qui n'ont aucun intérêt. Où je vais Hum. me dire, eh ben ça, c'est pas mal. C'est vraiment bien pensé, c'est ergonomique. Je me souviens, j'ai plein d'exemples comme ça. Un jour, j'ai loué j'ai déjà raconté, mais la Porsche était en entretien. J'avais loué une Twingo 2 qui était rincée avec des roues galettes et des pneus chinois. Et il y a plein de trucs où je me suis dit, putain, c'est pas mal. Et je suis revenu en rigolant, en disant à mes potes, tu sais que c'est pas mal comme daily parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça c'est bien pensé, je trouve ça cool, t'as telle caractéristique. Alors que pourtant, tu me regardes de l'extérieur, je suis là en train de parler de boîte manuelle et de moteur Atmo en permanence, mais j'ai réellement pris du plaisir. Une autre fois, je m'en souviens, j'avais été à un tournage au Castellet, j'avais loué la première voiture, premier prix sur Avis, j'avais loué une Toyota, une Yaris hybride, Hum. machin 100 chevaux, boîte convertisseur, l'horreur. Mais il y a plein de trucs que j'ai adoré dans cette voiture, tu vois. Je peux te rejoindre parfaitement, ça me rappelle quand j'avais amené une de mes E30 pour faire un échappement, le garagiste m'avait prêté une Twingo 1 Hmm. et j'avais ramené ça pendant 24 heures, j'ai trouvé ça génial, c'était C'est cool une fandard à Twingo, hein. mort, c'était cool. Ouais. Et inversement, une autre fois, quand j'étais chez Delage Sport dans le sud de la France, Mhm. il m'avait gentiment prêté une Peugeot 208. Et là, les Ouais, gars, ok. j'ai regretté de ne pas avoir une caméra
à mettre pour vous enregistrer une vidéo parce que j'étais mort de rire, mais dans l'autre sens. J'étais mort de rire à quel point je la trouvais nulle, la voiture. C'est nul à chier une 208. Ah, t'en as conduit une aussi? Ah oui, j'en ai conduit plusieurs. Les premières générations et les deuxièmes, je trouve ça horrible. La direction, c'était terrible. Alors, on sentait qu'il voulait faire un truc un peu sportif parce que quand tu tournes le volant, la voiture s'inscrivait tout de suite. Mais en fait, c'était complètement caricatural. J'avais l'impression de conduire un jouet. Le pédalier, c'était tout mou. Le moteur, il n'y avait pas de réponse. La suspension, c'était tape-cul, mais tout en étant flottant. C'était nul. Alors qu'une Clio, par exemple, une Clio 4 ou même une Clio 5, une fois j'avais loué une Clio 5 aussi, une Clio 5 hybride 130 chevaux, je crois, avec une belle finition. J'étais bluffé, sans déconner, hein, de l'agrément de conduite générale de la voiture. Ah ouais. J'étais très impressionné et même d'une notion un peu de plaisir directionnel, d'un peu de dynamisme, etc. Pas trop, ça restait dans le cahier des charges d'une voiture du quotidien, mais un truc bien fait. Alors qu'effectivement, une 208, ça, j'approuve, c'est un tas de merde. Et c'est pas le tas de merde qu'on veut acheter, je précise. Ouais. Et tu parlais juste avant de modification, tu parlais d'échappement de ta voiture, c'est un excellent pont pour remercier notre sponsor du jour, Ovoco, qui nous rejoint pour cet épisode, l'épisode précédent et plusieurs épisodes encore, vu qu'on continue les épisodes évidemment toutes les semaines, on est déjà au 11e, et Ovoco c'est le site pour acheter des pièces d'occasion en ligne, plutôt que d'acheter des neuves, parce que sur Ovoco vous pouvez faire votre marché parmi les 4000 casses de pièces détachées partenaires d'Ovoco. Il suffit de rentrer sur ovoco.fr la marque, le modèle et la motorisation de votre voiture pour avoir accès à un catalogue de pièces détachées de 34 millions de pièces. Donc s'il n'y a pas la pièce détachée qu'il faut pour votre voiture, c'est qu'il y a un problème, elle est forcément là. J'ai déjà commandé des pièces sur Ovoco, Alex aussi en plus. L'avantage d'Ovoco, c'est que d'une part, il y a pléthore de pièces, mais aussi les envois sont rapides, et surtout, il est possible de se faire rembourser intégralement dans le cadre d'un retour, si la pièce a été endommagée ou si tout simplement elle ne convient pas. Pendant vous avez 14 jours. En 14 jours, exactement. Vous avez 15% de réduction sur les frais de livraison avec le code ERWANALEX, tout attaché en majuscule. Profitez-en, c'est bientôt Noël, si vous avez des petites pièces ou même des grosses pièces, puisqu'il y a absolument toutes les catégories de pièces sur Voco à acheter avant les fêtes. Pensez à utiliser notre code, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à faire ces podcasts avec des super partenaires comme Ovoco. Merci à eux. Merci à eux. Alors, bon, parlons des daily. Ouais, catégorie. Je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que ça dépend vachement déjà de la situation familiale. Absolument. Parce que un mec qui est célibataire comme toi versus un mec comme moi qui a femme et 3 enfants, bah, forcément, c'est pas le même cahier des charges. Toi, à la limite, tu pourrais te permettre une Élise première génération en daily. Ah oui, complètement. Ah bah ça c'est certain. Moi, j'ai le choix de la voiture d'égoïste, et c'est d'ailleurs pour ça que parfois je me demande pourquoi j'ai acheté une série 5, parce que je suis tout le temps tout seul dedans. Au mieux, il y a quelqu'un à l'avant, mais... c'est ce que je t'avais dit avant que tu l'achètes, d'ailleurs. Je t'avais dit, mais Erwan, t'es célibataire, qu'est-ce que tu fous avec ça? Allez, c'est pour en mettre plus à l'arrière. Oui. Je les ramène par container. et je trouve le besoin, il évolue quand on se met en couple et qu'on a des week-ends, voire des vacances à faire. Là, faut passer de l'Élise S1 à peut-être le Boxster. Le Boxster avec ses 2 coffres avant-arrière, qui là devient tout à fait utilisable en daily. Oui. Après, quand on a des jeunes enfants, bah, faut passer à peut-être une 911, parce que les 2 petites places à l'arrière, ça le fait. Alors, ce que tu ne sais... Oui, totalement. Ce que tu sais pas encore, Erwan, c'est que la 911, ça va avec des enfants d'un certain âge. Parce que si c'est un bébé, alors ça va pas du tout. Parce que les sièges bébés sont beaucoup plus gros que les sièges enfants de petite taille. Oui, puis accessoirement, le siège bébé, tu dois le retourner. Bah c'est ça, il est dans l'autre sens, et faut emmener un lit parapluie, toutes sortes de choses, un landau. Donc les bébés, ça passe pas du tout dans la 911. Et ensuite, une fois que l'enfant devient adulte, bah faut passer de la 911 à une vraie 2+2 comme c'est pas une Maserati 4200 GT, c'est ce que je ferais moi si ça quand ça m'arrivera. Non, c'est certain que ça c'est un impondérable. Moi j'ai classé les... En fait, pour moi, le fait d'avoir des enfants ou pas, ça rentre dans toutes les catégories. Ça rentre dans la catégorie daily tas de merde, ça roule dans la catégorie daily raisonnable sympa, ça roule dans la catégorie daily sportif, daily ultime ou ultime luxe,
ça rentre dans toutes les catégories parce que pour à peu près toutes les voitures, il y a toujours une version 2 portes et 2 places et une version peut-être 4 portes, 5 places, voire même Oui. break, voire même SUV si on a envie. Donc, Alors, cela dit, ça va jusqu'à 3 enfants, parce que le pauvre qui fait quatre enfants, bah, ça c'est un il, vrai truc. Hein. il a plus qu'à se pendre avec une vieille paire de chaussettes. Hein. Non, mais attends. Parce que ça c'est un vrai truc. Moi je me Ouais, suis toujours dit, moi j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'en avoir ouais. autant que je peux en avoir. Mais arrive le moment où quand t'as Bah. dépassé 3 et que tu dois et que tu dois acheter un 807, t'es- il Ah se passe un... bah, je sais pas, un mec comme toi, tu t'en fous, parce que ton délit anesthésiant, nickel. Ouais, mais alors du coup, je me suis posé la Mais question, je me moi, suis dit, attends, mais ce serait terrible pour moi. ah, mais je me suis dit, attends, si j'ai 4 enfants, qu'est-ce que j'achète? Moi, mon père à l'époque avait une Volvo, tu sais, avec les sièges qui font dans le coffre, qui font face à la route. Mais oui, mon père avait ça aussi. Il 7 avait places. une Mercedes série 124, une 300 TE, donc le break des années 80. Trop Oui, oui, oui. cool. Ouais. Et mon père avait l'option, troisième banquette, c'était des sièges qui se soulevaient du plancher du coffre Ah, et qui étaient tournés vers l'arrière de la voiture. ah C'était ouais, trop ouais, fun. Avec mes je me- frères, on s'éclatait avec ça. ah ouais, je me souviens très bien de ça. Non, moi je me suis toujours dit que si ce truc-là m'arrivait, euh, histoire d'avoir quand même un truc qui a de la gueule, ça serait soit un Mercedes GL ou GLS, les Ouais. énormes SUV gigantesques là. J'adore ce truc. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une fascination avec ça. En ce moment, mon pote Louis Xavier, là chez Overdrive, ils en ont un. Ex-Lewis Hamilton. Véridique. Mais non. Putain. Véridique. C'est un Mercedes GL 500 ex-Lewis Hamilton. Je me demande quelle est la surcote. Tu lui as pas demandé à Louis Xavier s'il y en a une? Inexistante. Inexistante. Ah, il doit y en avoir une. Alors je sais, c'est pas une voiture de sport, mais La config est magnifique, c'est un V8, donc 500. Pack AMG évidemment. Il est dans un espèce de rouge bordeaux très métallisé, Hmm. avec intérieur beige, boiserie marron. Il est incroyable le truc. Ah ouais, beau. Et ça, moi je roulerais là-dedans tous les jours. Je pense que ouais, ça serait un truc comme ça, un GL, parce que j'adore la tronche, ou s'il fallait quelque chose d'un peu plus pragmatique, ça serait un Mercedes classe V, tu sais, les minivans de Uber là. Ah En oui. vrai, Ah, no putain. joke, c'est hyper confortable. Ça a un minimum de gueule. Bon, t'as l'air d'un taxi, mais bon, t'as 4 enfants, c'est un peu le cas. Euh, Alors si, il y a une bagnole qui me fait putain de rêver, une bagnole avec 4 voire 5 enfants, ou peut-être même plus, c'est un combi Volkswagen des années 70, mais swappé Ah, ouais. avec un moteur Porsche. C'est une transformation J'avoue, il y a s'est un pas feu, mal, ouais. qui se fait pas mal. On peut régulièrement en trouver en Allemagne. Alors c'est complètement illégal à rouler en France, évidemment. Mais niveau fun, moi ça me fait kiffer ça. Ouais, c'est vrai, niveau fun, c'est sûr. Après, euh, petit questionnement quand même sur la sécurité du bazar. Oui, Parce que bon, pour avoir déjà été dans des combis, tu croises un caillou, t'es quasiment mort, quoi. Donc c'est bon, c'est... toute la famille truc- terrassée d'un coup, ouais. C'est Ah oui, moyen. bah au moins personne ne souffre. Là, c'est sûr, si tu sors de la route, au moins c'est fait. Ouais, Mais rideau. oui, bon, mais je reconnais que niveau style, c'est très très cool. Ouais. J'approuve. Mais commençons sur, on va dire, les... Attends, déjà je vais balancer mes impondérables, parce que je les ai quand même notés. Allez. Déjà, il y a toujours une question d'économie relative de carburant. Je dis relative parce que si j'étais dans une permanente notion de recherche d'économie de carburant, je dépasserais jamais un 4 cylindres. Or, chez BMW, il y a des 6 cylindres qui font un peu envie quand même. Ouais. Toujours une question de confort, bon, on va dire minimal, qui sont pour moi le Bluetooth, la boîte automatique. J'avoue qu'en daily, pour moi, c'est quand même vraiment si tu roules tout le temps avec la voiture, même si j'adore le plaisir de... Attends, mais ça dépend où on habite. Parce Ça que dépend en où région parisienne comme moi, entièrement d'accord. Mais le mec Oui. qui habite sur la route Napoléon ou en haut d'un col alpin à Tignes, 100% d'accord, mais ça, le truc c'est que la boîte manuelle, boîte automatique, il y a aussi certaines voitures qui sont de toute manière euh, pas forcément intéressantes à avoir en boîte manuelle. Je sais pas, je vais te prendre un exemple. Tu prends quoi?
une BMW série 3 par exemple, génération F, donc 2012-2016. Si tu prends ça en break par exemple, c'est une belle caisse, tu vois, c'est cool. Quel intérêt de l'avoir en boîte manuelle? Pas trop quoi. Oui, c'est vrai que la boîte automatique ZF 8 vitesses, il n'y a pas grand chose à dire contre elle. Ouais, tu vois, il y a toujours c'est pareil, il y a toujours des bonnes et des mauvaises voitures automatiques. Tu vois, typiquement une 46, même si c'était un break daily, je la choisirais probablement plutôt en boîte manuelle. Oui, donc là, tu es sur la série 3, fin des années 90, début des années 2000. Ouais, les boîtes auto, à l'époque, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Voilà, tu vois, donc je trouve que ça dépend quand même. Les performances, pour moi, ça c'est un impondérable. Alors, selon évidemment ce que tu lui demandes, si c'est vraiment un daily ville, tas de merde, bon, les performances, tu les mets de côté, mais quand même, il doit y avoir une notion de performance un peu suffisante et sans effort, quel que soit ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté sans effort d'un petit diesel en ville, qui, et je trouve, un peu plus efficace dans le fait d'avancer parce que tu as un peu plus de couple à bas régime. Je défends mon point, j'y ai pensé. J'ai pas aimé me prendre au pied du mur la dernière fois. Je t'accorde la carte du couple à bas régime. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu mes impondérables dans un daily. Alors ensuite, ça se... Comment dire, ça va se nuancer selon le prix du daily. Mais Erwan, un daily, c'est une voiture qui est bonne à tout faire. Là, tu es en train de contraindre le daily à uniquement les pires circonstances. Mais un daily, ça sert aussi à quitter la ville. Ça doit être bon dans tout. Oui, c'est pour ça que quand on parle de daily ultime, bah on va souvent parler de M5 ou de M3 Touring ou des trucs comme ça. Parce que c'est excellent partout. Absolument. Alors que ton diesel, une fois que tu as quitté le centre-ville, mais c'est à se pendre. Bon, non, c'est pas à se pendre. Il y a plein de gens qui roulent en diesel et qui survivent largement. Oui, c'est ça, ils survivent, c'est bien le terme. Évidemment, après, il y a toujours la question du, tu vois, genre, je vais prendre typiquement, moi, ce que je considère être deux bons daily économiques et chiants, qu'il faut dire les termes. Typiquement, je vais rester chez Renault. Bon, voilà, c'est évidemment pas passionnant. Si tu veux un truc petit, efficace, tu prends un truc de type Clio 3 diesel, 1,5 litre, ou alors une Golf 5 de litre diesel ou un truc comme ça. Tu vas avoir une voiture qui est capable de faire de l'autoroute correctement, une voiture qui sera bien en ville, dont tu n'as pas grand chose à faire. Si tu vas un peu plus loin dans le budget et que tu gardes sur un truc chiant, tu prends par exemple une Mégane 3 diesel, pareil, le 1,5 litre DCI, 130 chevaux, tu as une voiture qui est un peu plus spacieuse, qui est mieux finie, qui est un peu plus grande. Pour 8-9 000 euros, tu as un truc qui tient la route comme jamais. Tu n'as effectivement pas de notion de plaisir, mais en restant pragmatique, c'est correct. Maintenant, je sais que tu es en train de t'endormir. Mais je suis en train de perdre toute mon énergie là. Tu sais, non mais Erwan, si je devais rouler là-dedans, dans genre une Mégane DCI, j'aurais l'impression de communiquer au monde que j'ai abandonné toute notion de vie. Je me suis rendu à l'évidence que ma vie n'est plus dictée que par des purs critères pratico-pratiques, que toute notion hédonique, j'ai abandonné. Enfin, c'est terrifiant ce carcan. Non, moi je reste dans ma... Non, alors le truc c'est que, regarde, pour moi le daily, vraiment le daily tas de merde, enfin le daily inutile, pour moi il est petit, obligatoire. Parce que tu vois, typiquement, si je devais me retrouver à faire un peu d'autoroute, en fait, direct je partirais sur la série 5. Oui. Tu vois, dans mon cas, tu vois, j'irais pas chercher la Clio, tu vois, typiquement, là ce week-end j'ai fait 800 bornes, j'ai pris la Porsche, voilà. Bon, après, j'ai que ça. Mais donc, tu vois, typiquement, la Mégane, genre, moi, à titre perso, c'est objectivement une super voiture, pour quelqu'un de pragmatique et qui cherche pas le plaisir. Mais, pour moi, c'est déjà trop gros par rapport à là, en l'occurrence, moi, j'ai besoin d'un tout petit daily parce que c'est la ville. Mais dès que je sors, effectivement, j'ai pas besoin d'avoir une voiture qui soit plus confortable que ça. Mais pour rester dans un truc raisonnable, je sais pas, plaisant. Tu sais, une 34 en ville, c'est pas trop gros, hein, ça va.
Bah, c'est mon moteur qui est trop gros. C'est effectivement pas une question de taille de voiture, c'est une question de ce qu'il y a dedans. Mais non, puis attention, je mets aussi des guillemets, évidemment. Là, je rappelle que ma voiture, ça fait depuis que je l'ai, que je la roule, où le châssis est un peu dans son jus. J'ai une DA qui est là, pas là. C'est un peu comme la CGT, voilà, elle hésite un peu tout le temps à travailler. Voilà, donc il y a un côté un peu aléatoire aussi avec la série 5. Encore en plus de ça, j'ai une sonde lambda qui est un peu morte avec des katas qui sont pourris. Donc si tu veux, je surconsomme un peu. Voilà, il y a plein de trucs. En plus, la ligne fait pas de bruit. Bon, il y a plein de choses qui font que souvent ma E34, pour l'instant, vu que les travaux ont commencé, me saoule un peu. Et que je préfère un truc sans aucun effort, mais sans oublier quand même, moi je suis désolé, ce côté mind-free. Je trouve ça cool. Il y a plein de gens qui valident cet argument d'absence de charge mentale. Ouais, bah, j'aimerais bien revenir dessus parce que, comme vous savez tous, maintenant, mon Alpina B10 qui a maintenant été volé, je m'en suis beaucoup servi. Je l'ai eu pendant 2 ans. Rien qu'au mois de juillet, je vous ai raconté, j'ai fait plus de 6000 bornes avec. Je faisais tout avec. Alors, je la garais un peu n'importe où. Certains médisants vont me dire que c'est pour ça qu'elle a été volée. Peut-être, on sait pas. Je l'ai emmenée en festival. Elle a été garée dans le parking du festival, en plein dans la poussière du Portugal pendant 4 jours. Je l'ai retrouvée, elle ressemblait plus à rien. Mais après tout, la poussière, ça s'enlève d'un coup de Karcher. La raison pour laquelle j'ai trouvé cette Alpina sublime en daily, c'est qu'elle communique beaucoup à toute vitesse. C'est-à-dire, dès que je commence à rouler avec, et c'est tellement dommage que j'ai pas pu te la faire essayer pour la comparer à... J'avoue que je suis déçu à parce que ta E34 540, parce que c'est très différent. Le truc avec une Alpina, c'est que tu as un filtrage de suspension qui est super intéressant, et donc, pour prendre tes dodanes sur ton trajet quotidien, mais c'est top, parce qu'on est impressionné par le travail que ça fait. Le toucher de route, ça c'est quelque chose... On peut profiter à 30 à l'heure d'un toucher de route qui est tout en finesse, une Bien direction sûr, qui est sensuelle. Alors évidemment, l'exclusivité d'être dans une Alpina, bah ça on en profite à tout moment. Ouais, ça me parle, je comprends. Donc il y a un seul truc pour lequel je la trouvais pas bien en daily, c'est que les arbres à cam Alpina faisaient que le moteur se réveillait vraiment vers 3500-4000 tours, et il y avait pas de couple en dessous. Mais bon, après tout... Ouais. Okay. Mais après tout, on n'a pas besoin de s'arracher la tête en centre-ville, donc c'était suffisant. Oui, puis tu dois quand même avoir un couple relativement... C'est comme un gros 6 cylindres, t'as quand même... Oui, t'as peut-être moins que le V8, par exemple, mais ça avance quand même. Enfin, en tout cas, pour faire 0 à 50 km/h, je pense pas que tu sois... Ouais, bah, et puis les commandes aussi, l'embrayage, un embrayage qui est assez léger, qui est progressif, ça c'est quelque chose que je retrouve sur ma 996, qui est un excellent daily. Figure-toi, non mais c'est... Ah, ouais, ça va être les news, tu me devances. Non mais elle est étonnamment sensuelle dans les bouchons. Alors vous allez croire que je rigole. L'embrayage, c'est le préféré que j'ai jamais eu. C'est un régal de juste décoller doucement dans un embouteillage. Le passage des vitesses est très sensuel aussi. Les suspensions sont sensuelles. Le toucher de route, c'est un excellent daily pour moi. Ouais, je comprends. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, je crois que t'as une crémaillère différente sur ton Alpina que sur la 540. Qui est un peu plus souple, un peu plus direct. Ouais. Je suis pas particulièrement fan du feeling de direction de la série 5. Alors c'est pas une crémaillère, c'est un boîtier de direction, mais c'est pas le même sur l'Alpina que sur la tienne. Ouais, et c'est pareil sur la M5, la E34. Je sais que t'as un boîtier de direction qui est un peu différent et qui allège un peu la direction et qui donne une sensation de voiture un peu plus... un peu plus facile, la série 5 40i a un côté un peu lourdeau, je trouve, à l'avant, même si le moteur est techniquement moins lourd qu'une M5. C'est la direction qui donne ce feeling et qui parfois m'embête un peu en ville. Mais bon, moi il y a un daily que j'ai failli acheter et que je regarde toujours pour acheter dans un truc raisonnable mais cool. C'est les BMW, on y reste toujours, génération E90. Pour moi... Donc série 3 des années 2000.
Exactement. Euh, une belle série 3 E90 phase Mm. 2, donc LCI avec les pare-chocs M un peu boursouflés là, avec une belle config, genre un intérieur beige ou un intérieur marron en 330D ou en 330i. Ah Ah, putain. Tu si tu- commences à m'exciter et là, ouais, le c'est souffleur pour ça que tombe. ouais, mais je voulais casser un peu le truc. Bah oui, si c'est un délit, si tu veux faire de la route, non mais en 330i ou en 325i même. Sachant que tu peux vraiment avoir des belles configurations sur ces voitures-là. Alors le problème c'est que les gens savent que c'est bien, du coup ça coûte une blinde. Tu vois des E90 bien optionnés avec 200 000 km, mais les mecs en veulent Mm. 15 000 balles, quoi, c'est infernal. C'est des belles bagnoles qui Mais restent c'est vraiment une assez belle voiture. compactes, qui Ouais. restent pas trop lourdes, ouais, Mm. ouais, assez agiles, sensuelles à emmener, ça fait tout bien. Et bah, diesel, ouais, c'est juste l'avantage de la conso. Ah non, tu veux le couple en bas, c'est ça? Ouais, le couple en bas, en fait, moi alors c'est aussi pareil, c'est aussi une question de conduite. Moi j'ai une conduite qui est très coolée. C'est-à-dire Mhm. que moi je conduis énormément sur le couple. Ouais. Je vais même tu vois, sur la Porsche et sur la série 5, je vais rarement en haut. Mais même quand je conduis un peu sportivement, moi je roule beaucoup sur le couple. Moi ce que j'aime c'est le flow dans les virages, tu vois. Je suis jamais en réaccélération forte et même quand je vais par exemple rétrograder pour aller chercher un rapport, c'est généralement plus pour être pile dans la bonne zone de Mm. couple qui va me permettre de ressortir plus que pour d'aller cravacher les tours. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché dans mes vidéos. On me dit, mais tu short shift, enfin, tu passes tout le temps tes rapports avant la zone rouge. Mais c'est comme ça que je conduis. C'est Ouais, aussi là-dedans que j'aime on l'agrément du, conduit du pas diesel. pareil. On conduit pas pareil parce que j'adore une allonge de moteur, une envolée de régime, et donc les moteurs qui m'offrent ça, j'en profite. Eh ben, et moi, beaucoup moins, étonnamment. Ah ouais. Et tu vois, c'est pareil, c'est aussi un autre truc pour lequel parfois j'aime l'agrément du diesel, parce que moi qui conduis énormément sur le couple et sur la lancée, et qui vais rarement mettre haut dans les tours, ou de temps en temps, un peu comme tu vois, comme une récompense, et ben, tu vois, sur une voiture, sur un Ah tiens, daily, c'est marrant ça. Ah ouais, ouais, on conduit pas du tout pareil en fait. non, ben ouais, mais finalement c'est important, et tu vois, moi dans cet agrément de conduite générale dont je parle, et tu vois, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, tu vois, la performance dans mon daily n'est pas nécessaire, dans le sens où j'ai pas besoin d'avoir 400 chevaux, enfin personne n'a besoin d'avoir 400 chevaux en daily, mais tu comprends ce que je veux dire, Hmm. mais doit être suffisante et sans effort. Eh ben, ok, je comprends mieux, et du coup, je vais arrêter de te recommander d'aller essayer une Panda 100 HP. Parce qu'il faut tout en haut. Bah, une Panda 100 HP, c'est un peu comme une Honda Type R, mais en junior. C'est-à-dire en dessous de 4000 tours, mais t'as aucun charisme mécanique. Hmm. Le truc, c'est roturier à mort. Et tout d'un coup, à 4000, le moteur monte sur ses arbres à cames, il change de tonalité, il se met à rugir, à hurler, et jusqu'à la zone rouge, il tire bien, une belle allonge. Donc ouais, pour toi, c'est gâché, quoi. Bah, alors tu vois, j'ai pas mal parlé récemment des différentes Honda que j'ai pu essayer, et je vais adorer un moteur comme ça quand le moteur n'est pas trop puissant et que Hmm. c'est une voiture qui est vraiment faite pour aller rouler. C'est une voiture qui n'est pas faite pour rouler en daily. Ah Typiquement, la oui. Honda Integra Type R, j'ai adoré cette caisse. Parce Oui, que je me souviens de ta vidéo. Ouais. t'as 200 chevaux, donc c'est puissant mais modeste, mais bon, c'est une Hmm. voiture très légère, et c'est fait pour lui en mettre mais plein la gueule. Ouais, De la même ouais. manière qu'une Lotus Elise peut être le cas, tu vois. Hmm. Moi, je vais adorer une Lotus Elise S1 en 120 chevaux ou en 160 chevaux, parce que c'est des caisses, là pour le coup, mais t'es là pour rouler, quoi. Et donc, aller tout en haut, bah, de toute manière, c'est fait pour ça. Hmm. Mais dans une conduite qui va être moins sportive, et ben c'est moins mon truc. Je vais beaucoup, beaucoup rouler sur le couple, moi. Énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup le moteur, le 4 cylindres de la 968. Parce que je vais rouler constamment entre 3 et 5000 tours. Mais je vais Ah, je vois, rarement ouais. à 7000. Le Très fait que rarement à 7000. que tu reparles des hélices, ça me fait penser à un autre aspect. Souvent, les dailies sont utilisés sur des très courts trajets. Et quand on a un petit peu de sympathie et d'empathie mécanique,
bah, ça nous embête un peu de faire tout le temps des démarrages à froid. Ce qui est bien avec quelque chose comme une Élise, c'est que ce sont pas des moteurs qui sont très poussés, ce sont des moteurs roturiers qui sont issus Oui. de grandes productions. Mm. Et donc, on va avoir aucune hésitation, aucune arrière-pensée à faire des trajets courts avec, on s'en fout. Ouais, non, c'est clair. Et, mais donc, ouais, il y a une question ouais, de notions un peu différentes. Et tu vois, typiquement, c'est un peu rigolo, mais tu vois, dans mes daily sportifs, donc là j'ai parlé, on va dire, en vrai, si je voulais un beau daily relativement raisonnable, ça serait une série 3, Mm. E90, parce que je suis pas trop fan du coupé E80, enfin j'aime pas trop la forme, c'est une très belle voiture, mais je me verrais pas trop dedans. J'aime bien le look des breaks, ou alors même une série 3 de la génération d'après, série F, Mm. avec un moteur 6 cylindres, bien rond, bien coupleux, avec une config de fou, parce que les configs font les voitures noires, c'est pas possible. Ouais, Ou gris noir, là, on n'en veut pas. Quand tu as on la est d'accord. possibilité d'avoir une caisse avec un bel intérieur, dans un daily, ça change la vie. Je trouve ça incroyable. Mm. Et ça, pour le coup, c'est un truc. J'ai beau faire mon laïus sur les tas de merde, Clio Diesel, etc., où tu es dans un intérieur en plastique. Vraiment, moi, mon rêve, et c'est pour ça, on va arriver dans les daily un peu luxe que j'ai marqué derrière, Mm. Ah là, c'est tu des trucs, m'intéresses. c'est des trucs qui Ouais. sont d'une opulence, mais Ah bah oui. absolue. Ah bah oui. Ah bah Et oui. ça, et ça, et ça, je vais y arriver un jour. Ça, je vais rouler dans des trucs où les gens vont se dire, mais c'est pas possible, ce mec a 70 ans dans sa tête, et je serai l'homme le plus heureux du monde. Mais Mais pour bien revenir sûr. Parce que sur le délit sportif, ouais, vas-y. pourquoi au quotidien on pourrait pas être emmené dans un Ah, carrosse fantastique? Bah ah oui. ouais, alors ça me fait rêver. Et vraiment, j'ai noté des trucs là, c'est pépites. Ah, Notamment j'ai une hâte. que j'aurai un jour et je le ferai. Mais, et tu vois, genre typiquement, j'ai noté un daily sportif et je me suis dit, tiens, à quoi je pense, quelle voiture me donnait quelle voiture sportive m'a vraiment donné envie de faire des milliers de kilomètres à son bord. Et la réponse va sûrement en surprendre beaucoup d'entre vous. C'est la Toyota Supra, la MK5, donc la moderne, Celle qui est donc commune avec la le BM, Z4. le dernier Z4. Ouais, exactement. Mm. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette voiture, il y a toujours une partie des gens qui vont dire ah, c'est un Z4 carrossé. Bon, voilà, allez, allez dormir, ceux qui vont dire ça. Mais les J'en fais partie, hein. Oui, mais au pire, enfin, de toute façon, c'est pas une mauvaise voiture, donc je m'en fous. Et, Oui, c'est sûr. et bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire une Rolls-Royce, c'est une série 7. Bon, voilà, les gens achètent quand même des Rolls-Royce. Mm. Bon, je laisse passer cette provocation. Je Voilà, choisis de pas elle est réagir. gratuite, mais elle est là. Non, mais la Supra, évidemment que c'est un Z4, tout le capot c'est un Z4 et il y a marqué tout, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, on aime bien BMW ici, donc, et en plus moi j'aime bien Toyota, parce qu'ils font des très très bonnes voitures, Ouais, donc les deux ça ensemble, va. j'y vois aucun inconvénient. Oui. C'est une voiture donc stricte de place, coupée, propulsion, Mm. équipée du moteur BMW B58, donc le 6 cylindres en ligne monoturbo, le B58 je crois. Oh, c'est trop moderne pour moi, j'en sais Bon, rien, oui, moi. bref. Alors, je sais jamais si. Mais bref, c'est un moteur qui a une caractéristique, c'est le couple. C'est un truc, ça dégueule de couple. Mm. T'es à 1000 tours minute, t'as l'impression que la voiture elle va s'envoler. C'est un moteur que je trouve extraordinaire, moteur essence bien évidemment. Et la Toyota Supra, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec cette voiture. Je trouve que c'est une belle voiture. Alors oui, il y a plein d'appendices un peu plastiques sur la voiture, ça je vous l'accorde, mais je trouve que c'est une belle voiture. C'est une voiture qui est spacieuse à l'intérieur, qui a une position de conduite qui est très basse, un pare-brise un peu boîte aux lettres. Donc on a une sensation d'être vraiment assis dans la bagnole. C'est une voiture qui a beaucoup de coffres, en tout cas pour Mm. une stricte de place, et qui a une boîte automatique, boîte 7 issue BMW, un intérieur BMW, donc en fait c'est bien. En plus c'est BMW avant tous les écrans, etc. Donc ça fait tout bien. Et c'est une voiture qui est enfin, pas extrêmement excitante à conduire, mais à conduire sportivement, parce que voilà, c'est un côté un peu GT. En revanche, pour ceux qui aiment glisser, c'est une machine de drift. Mm. Moi, j'aime bien ça. Et sur autoroute, mais tu cruises à 170 km/h, t'es dans un palace. Il y a un agrément de conduite en ligne droite de cette voiture qui est extraordinaire. Et je me souviens avoir fait de la route avec cette voiture en me disant,
Mais vraiment un jour, si j'ai l'argent d'avoir une voiture comme ça, eh ben je le ferai probablement parce que c'est d'un confort absolument étonnant. Et c'est une voiture qui a un agrément moteur de dingue. Et moi qui aime bien les voitures avec beaucoup beaucoup de couple, ah bah là t'en as mais Ouais, ouais. ça dégueule quoi. Et j'ai noté ça parce que j'ai toujours énormément aimé cette voiture pour ces caractéristiques-là. Bon, voilà, c'est Bah, un peu spécifique. explique-nous, Erwan, pourquoi mon daily actuel, qui est une BM E30 325i Touring, pourquoi ça te conviendrait pas exactement? C'est quoi qui te manque? Hmm, C'est un espèce de confort feutré, de modernité, ouais. En fait, ouais, tu vois, c'est-à-dire ce côté ouaté qui filtre les sensations, parce que c'est à l'inverse de moi en fait. Moi j'ai envie d'être connecté émotionnellement, d'être engagé dans mon daily, et toi hmm. tu as envie d'être déconnecté par de la ouate cotonnée, c'est ça? Eh ben, mine de rien, quand je regarde ma liste, c'est que des voitures modernes, mes Ouais, daily. c'est ça, ouais. C'est que des voitures modernes, c'est des voitures qui vont être entre 2005 et 2015. Ouais. Parce que je trouve que c'est, ou allez, on va dire 2015, préférence 2010, parce que dans un daily vraiment, moi ce que je vais, en fait ce que je vais adorer vraiment, et le jour où j'aurai suffisamment d'argent pour avoir un daily en plus de mon tas de merde, Hmm. évidemment, pas l'oublier. Tu vois, on va arriver dans les daily luxe. Vraiment, si j'ai l'argent pour acheter des trucs idiots, je roule dans des voitures qui valaient extrêmement cher à la neuve, Ah mais qui bah, ont énormément décoté. là on va pouvoir se rejoindre. Du style Mercedes Classe S, Mhm. série 7, CL 500, série 6 coupé ou grand coupé. Ouais. J'espère que tu vas monter encore en gamme. Bah, Bentley Non, tu t'arrêtes Continental là? GT. Ah Ah oui, 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 Bentley Bentley, Continental Bentley. GT. Ah oui, alors tu vois, Bentley Continental GT, j'ai pas testé. Moi, les Bentley Continental, j'ai testé que les toutes dernières. Alors, pas les hybrides, pas les V8 Hmm. hybrides, moi j'ai testé les dernières en W12. Donc, celles vraiment qui sont extrêmement Donc effilées, très c'est quoi, modernes. à peu près 2010 comme époque, je Oh non, pense. non, non, plus récent que ça, 2020. Ah, ah oui, oui, ok. J'ai pas testé de Bentley Continental d'avant, mais j'imagine que c'est aussi bien. Parce Mais que la Continental GT W12, elle est arrivée en quoi, 2005, non? ouais, quelque chose comme ça. Ça fait un Oui, paquet de oui, temps, ouais, ouais. quelque chose comme ça. Mais j'ai pas testé ces générations-là. Et c'est pas Mais j'ai. cher, mais parce que ça coûte une blinde en entretien. Ouais, parce que ça coûte une immense Ouais. blindasse en entretien. Mais ne serait-ce que un CL 500, je sais pas pourquoi j'idéalise cette Oui. voiture autant, mais le CL 500, je trouve ça fantastique. C'est l'époque opulente ultime de Mercedes, mais opulente dans le bon sens, où l'opulence n'est pas dans la technologie pure, même si à l'époque c'était des voitures qui étaient très en avance sur leur temps. De toute façon, tu veux savoir où l'automobile sera dans 20 ans, tu regardes une classe S actuelle. Oui. C'est toujours très simple. Mais à l'époque, voilà, ces générations de CL500, donc c'est début des années 2000, donc c'est le CL500 qui est une Mercedes classe S coupé en fait. Donc t'as, je sais pas, c'est un truc que tu roules tout seul, ça fait 5 mètres de long. Oui, oui. Ah bah, je te rejoins sur ces goûts de luxe, mais Erwan, on n'a pas du tout la même conception du luxe et de l'opulence. Parce que, à Ah t'écouter, ouais. pour toi, c'est la densité au centimètre carré de gadgets à la pointe de la techno. Hmm. Et en achetant une vieille Mercedes, bah en fait, t'as plus rien à la pointe. Donc, ça sert à quoi d'avoir des vieux gadgets d'époque? Non, 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 je suis pas à la Et pointe de la accompagné de techno, ça, non. si j'ai juste, je termine, ta CL500, tu regardes les boiseries, je suis désolé, on dirait que ça n'a jamais fait partie d'un arbre. On dirait Ah on bon? dirait bah, quand tu compares à Bentley, Ah oui, 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 alors certainement. Mais en fait, déjà, il y a un côté esthétique, j'aime bien l'esthétique de la voiture, j'adore la gueule d'un ça CL500, c'est clair. je trouve ça trop Ouais. cool. J'adore l'intérieur, je trouve que c'est des intérieurs qui ont, je sais pas, un dessin qui me plaît, un dessin de siège qui me plaît, une position de conduite qui me plaît, un truc. C'est pareil, tu vois, c'est toujours cette espèce d'analyse globale du cocon. Et Ouah, j'ai les déjà Allemands, ils ont pas le truc, c'est toujours un peu kitsch, c'est toujours un peu clinquant. Eh ben, C'est un peu comme si Donald ça dépend des Trump configs. essayait de faire une voiture opulente, ça donnerait bah, une Maybach, si tu pousses le bouchon Mercedes jusqu'à Ouais, son mais mes barres, ça paroxysme. m'excite pas.
Ouais, je te comprends. Mébars, ça m'excite parce que j'en ai déjà conduit, enfin où j'ai déjà été, non, j'en ai pas conduit, j'ai été dans des Mébars et ça m'excite pas parce que c'est too much. Hmm. Alors, on aura toujours le too much on sera toujours le too much de quelqu'un et pas assez de quelqu'un d'autre. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc dans le CL 500. En fait, je crois que j'adore les Mercedes de ces années-là. Et typiquement, ce Ouais. week-end, j'étais. Je suis allé au Castellet, ça sera dans les news du jour, mais samedi, j'ai un copain qui m'a dit ah bah tiens, il y a la mensuelle du rassemblement du Castellet, tous les X samedis du mois, tous les deuxièmes samedis du mois, je crois. Et donc j'y suis allé avec la Hmm. 968. Et donc il y avait plein de voitures, c'était super. Franchement, c'est comment dire, un éventail automobile exceptionnel. Il y avait des voitures des années 50 comme Ah ouais. des McLaren et des trucs comme ça, c'était extraordinaire. Et au milieu de tout ça, j'ai bugué sur une Mercedes classe S500, donc de début des années 2000, Bordeaux, sans pack AMG, intérieur beige, boiserie noyée, avec deux sièges bébés à l'arrière, Mhm. écran télé, manette de Xbox. Alors je pense que c'était un peu pour le show et j'ai vu ça, j'ai Ah oui. câblé. Elle était dans un état mais exceptionnel et je me suis dit mais mec, t'es père de famille, tu roules là-dedans mais t'es le roi du pétrole. Et Et moi qui espérais secrètement que tu allais nous parler de Bentley Turbo Air des années 80 et j'ai 90. jamais essayé. C'est des voitures que je connais pas trop en fait. Ça c'est l'opulence. L'odeur du cuir, le toucher du bois, les éléments en chrome solide. Ouais, Ouais. je veux bien te croire et je serais vraiment très très curieux d'essayer ça pour une raison simple, c'est que euh, c'est quand même les années où des marques type, enfin, où les marques en général avaient encore vraiment la capacité de se démarquer Hmm. Ouais. dans leur philosophie et dans l'opulence de matériaux et dans vraiment, tu vois, aller loin Ouais. dans ce que voulait dire rouler en Bentley, tu vois, et de ce que ça comprenait. Aujourd'hui, c'est un peu plus dilué Hmm. parce que tout le monde a des écrans. Ouais. Voilà, voilà. Enfin, voilà, on peut en parler longtemps. Mais en fait, l'expérience que ça me rappelle, j'ai un de mes très bons amis euh, qui a toujours eu beaucoup de voitures plutôt anciennes et qui un jour m'a emmené dans sa Rolls-Royce. C'était une Silver Wraith 2, donc une Rolls-Royce 4 portes des années 70. Et j'avais jamais été dans une Rolls-Royce de ma vie. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je Hmm. savais pas. Tu vois, je me disais, est-ce que c'est un camion et c'est ça, la technologie à l'intérieur, ça dit quoi, etc. C'est une voiture qui a 50 ans, tu vois. J'y allais avec mon côté, avec mon âge aussi, avec ma Hmm. génération, tu vois. Je me suis assis là-dedans, je savais pas trop quoi penser. Mais j'étais bluffé. Mais oui. La fluidité de la direction, la qualité des matériaux, les sièges électriques dans une caisse Mhm. qui avait 50 ans, la Ouais. technologie pour l'époque, euh, la radio hyper évoluée, il y avait plein de gadgets dans la bagnole et j'étais mais bluffé et mon ami me disait mais en fait le plaisir de cette caisse c'est que tu roules comme ça, tu tiens le volant à deux doigts, Ouais. c'est une boîte automatique, c'était 4 rapports peut-être, À mon d'une avis, dou 3. peut-être 3 d'une douceur mais Ouais. incroyable. Tu sens Ouais. quasiment pas les rapports Ouais, passer. ouais, ouais. Le moteur est d'une souplesse et d'une discrétion hallucinante, mais t'en as toujours sous le capot. Hmm. Et en fait, l'agrément global de la voiture, je me suis dit, waouh, mais ça a 50 ans, mais on n'a rien inventé depuis, quoi. Ah mais ça je suis fan en daily. J'ai un pote qui a une Rolls Silver Shadow du début des années 80. C'est son daily. Donc, c'est celles qui sont un peu plus carrées, un Ouais, peu plus. Ok, ouais, c'est d'accord. c'est- c'est plus carré, mais c'est magnifique cette Ouais. invitation au voyage, au quotidien, pourquoi pas. Et donc, c'est pour ça en pensant à cette expérience, je te dis, je serais très curieux d'essayer une Bentley, d'une Continental Air ou un truc comme ça. Hmm. Non, c'est pas une Turbo Air, pardon. Ouais. Parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais de mon expérience de m'attendre à rien et de me retrouver dans des voitures comme ça, à chaque fois j'ai été extrêmement surpris et vraiment même touché ouais, du côté incroyable de ces autos.
Et surtout, tu te dis à l'époque, tu vois, et moi c'est quelque chose qui, pareil, qui m'amuse dans ma série 5, par exemple. Moi je me dis toujours que ma série 5, il y a quand même un mec qui à l'époque la configurait neuve, tu vois. Oui. Et je me dis aussi, bah voilà, à l'époque tu roulais dans une Bentley Turbo Air, ah, t'étais le pape, quoi. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est important, tu vois, dans le daily qui dépasse évidemment la notion de pragmatisme. Euh, Bah, ça fait je trouve. partie du plaisir hédonique qu'on peut avoir à 20 à l'heure, dans des Ouais, bouchons, sur des dodanes. Ouais. absolument. Et donc et même d'ailleurs pour revenir en dehors parce que je rigole de ce côté ultra pragmatique, etc. Mais voilà. Mais je sais que par exemple pour revenir à une BMW E90 série 3, je sais le plaisir que ça m'apporterait d'être dans une belle E90 avec un bel intérieur, avec des boiseries, avec un truc un peu léché. Je sais très bien le plaisir que ça m'apporterait parce que je trouverais ça génial. Mm. Et donc, je me dis, tu vois, dans un CL500 ou même dans la voiture qui a suivi la CL500, enfin la CL plus exactement, qui est la classe S coupé. Il faut savoir que la classe S coupé, c'est la première voiture que j'ai conduite. Alors, je dis légalement parce que j'ai pris un jour la C4 de ma mère sans qu'elle le sache quand j'avais pas mon permis. Euh, mais je Ah ne ouais, l'ai quand jamais même. dit, mais bon. Je pense pas qu'elle écoute le podcast, donc elle le saura jamais. Mais le CL500, c'est la première voiture que j'ai conduite le jour où on m'a appelé pour me dire que j'avais mon permis. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote puisque j'étais à l'époque en vrai, l'anecdote est marrante. J'étais quoi? J'étais en deuxième année d'école de commerce. J'étais le dernier de mon école, quasiment, à ne pas avoir de stage. On devait faire un Mm. stage de 4 mois parce que je m'en occupais pas, que j'ai un côté un peu poil dans la main, etc. Et donc un jour, ma mère me réveille, enfin me lève Manu Militari en me disant Erwan, t'as 5 minutes pour aller imprimer 30 CV, je te dépose dans toutes les concessions de la région, et tant que t'as pas déposé les 30 CV, je te ramène pas à la maison. Oui, madame. Maman m'a déposé devant toutes les concessions, j'ai pas eu le choix. Elle m'a dit tu prends une chemise, tu t'habilles au carré et je te dépose dans toutes les concessions, c'est pas possible. Elle est bien, cette dame. Elle est très bien cette dame, ma maman est une grande dame. Je dépose mes CV partout, dont dans une concession Mercedes. Je pars en vacances avec mon meilleur pote. Au milieu de ces vacances, donc ça c'était en juin 2016, je crois, 2016. Juillet 2016, je me fais rappeler par la concession Mercedes, qui est les seuls qui m'ont rappelé d'ailleurs sur les 25 CV que j'ai déposés, de La Roche-sur-Yon. Ils me disent on aimerait vous prendre en entretien. Voilà. Je Mm. fais l'entretien. Je m'entends hyper bien avec le maître de stage, qui est le propriétaire de la Rolls-Royce dont je parlais juste avant. Mm. On termine l'entretien et je dis ah oui d'ailleurs, il y a un petit détail, j'ai pas mon permis. Alors, il me regarde comme ça, comme deux ronds de flanc, il me dit mais t'as pas ton permis. Et je lui dis non, mais si vous me prenez en stage, le stage commence le 1er septembre, j'aurai mon permis d'ici 1er septembre. On était genre le 2 juillet quoi. Mm. Et le mec me dit ok deal. Il me dit bah à toi de jouer. Donc moi je cours à l'auto-école, sachant que j'avais 19 ans, un truc comme ça. J'ai eu mon permis tard, hein, pareil, il y a plein d'incohérences avec moi, mais j'ai eu mon permis tard. J'arrive, donc je passe mon permis, je l'ai en 20 heures dans le nez, je passe et le jour où commence mon stage, j'avais pas Ouais. encore été appelé pour l'auto-école parce que j'avais passé le permis genre 3 jours avant, un truc comme ça. Ouf. Mon stage commence, j'étais avec mon patron, la personne dont je parlais, en classe S coupé 500, qui venait de sortir. Le truc gris mat, V8, double écran à l'intérieur, intérieur porcelaine, le truc, j'avais jamais mis mes fesses dans un truc comme ça. Et on fait le tour des concessions, c'était avec le groupe Saga Mercedes, avec le directeur commercial, donc j'étais assistant directeur commercial. Et à un moment, on était à la concession de Cholet, et l'auto-école m'appelle pour me dire t'as eu ton permis, je sais plus il y a combien de points au permis, c'est 40 ou un truc comme ça. Bon, je l'avais eu, la note maximale à un point près. Mm. J'avais perdu le point d'éco-conduite. Parce que Ah. c'est dommage. Bon, en gros, voilà, donc, il me félicite, etc. Fier comme pas deux, je vais voir Michael, mon maître de stage, je lui dis Paris tenu, on est le premier jour, j'ai mon permis. Alors il me regarde comme ça, il me dit bah écoute, il me dit ça tombe très bien, parce que déjà bravo pour avoir tenu ton pari. Il me dit mais ça tombe très bien parce que je dois récupérer une voiture. Il avait un vieux break Mercedes 300 TD
vert dans lequel il mettait ses chiens. Et on était à côté de Cholet, il fallait qu'on rentre au Sable d'Olonne, là où était mon stage. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu rentres avec la classe S. Waouh. Et je suis rentré, il m'a dit, donc maintenant t'as tenu le premier pari. Il me dit maintenant, tu veux conduire des AMG, tu t'es passionné par AMG, écoute, tiens, voilà les clés de la classe S, je te suis, si tu fais de la merde, t'en conduiras pas d'autres. Simple. Et oui. Bah oui. Et je suis rentré avec mon permis imprimé, avec mon permis provisoire imprimé sur une feuille A4 dans la concession. Et je suis rentré et j'ai fait 130 bornes tout seul à 19 ans dans une classe S 500 avec le directeur commercial qui me suivait dans son vieux break 300 diesel tout pourri derrière. Et c'est la première voiture que j'ai conduite de ma vie. Une expérience évidemment qui me... Même là j'en parle, ça m'a marqué. Belle expérience. Et donc pour moi la classe S coupée, c'est pépite. Ah oui. C'est l'opulence ultime. C'est une sorte de Madeleine là pour toi. Ouais, là il y a un côté vrai Madeleine et le jour où je roulerai là-dedans, j'irai revoir Mickaël qui est un très bon ami et je lui dirai tiens, la même, et j'achèterai la même parce que je sais exactement quelle configuration j'ai. Et ça c'est un vrai truc que je ferai ça. Okay. Donc ça c'est le daily ultime. À suivre. On passe aux news. Passons aux news. Alors, là, je suis tombé en panne. Ah. En un an, non, ça fait même pas un an que j'ai ma Porsche 996. C'est la 3e panne immobilisante quand même. La première, c'était la pompe à eau. La deuxième, c'était le vase d'expansion qui a craqué, qui a foutu le liquide de refroidissement par terre. Et là, la 3e, j'étais en train de rentrer avec ma femme de soirée. C'était la nuit sur autoroute, et tout d'un coup, le tableau de bord se met comme un arbre de Noël. Il y a le logo ABS, il y a le logo anti-patinage, il y a le logo batterie, il y a le logo point d'exclamation pour dire qu'il y a un problème. Et je vois la jauge de charge de batterie, la tension de batterie qui passe de 13 volts à 11 et qui commence tout doucement à baisser. Et là, je me dis, j'ai un problème d'alternateur. En plus, les phares, ils éclairaient un peu moins qu'avant. Donc je me dis, j'espère que la voiture va arriver jusqu'à la maison. J'étais à 45 minutes de la maison. Mais au bout de 10 minutes, en fait, je le voyais pas initialement. Et j'avais pas senti que j'avais perdu la DA, parce que forcément, j'étais en ligne droite sur autoroute, donc j'ai pas senti que j'ai perdu la DA. Ouais. Si j'avais senti que j'avais perdu la DA, j'aurais raisonné que c'est pas juste l'alternateur qui a foutu le camp, c'est la courroie qui entraîne tout ça. Ouais. Et alors pas la distrib, mais la courroie accessoire. Ouais, et la courroie accessoire, elle entraîne aussi la pompe à eau. Et là, c'est problématique parce que malheureusement, je suis assez long en torse, moi. Et la jauge de température d'eau, elle était cachée par la jante du volant. Et ce que j'avais pas vu, c'est que la température d'eau, elle montait. Au moment où je la regarde, elle était dans le rouge, au max, à 120 degrés. Aïe. Donc tout de suite sur l'autoroute, je coupe le contact, je laisse la voiture s'arrêter doucement sur le bas-côté. Ma femme a été endormie sur le siège passager à côté de moi et elle a rien capté à ce stade. Alors, j'espère que le moteur n'a pas pris un coup de chaud. Apparemment pas, parce que... Alors ça, c'était samedi dernier. J'ai fait dépanner la voiture en 2 fois. D'abord pour la sortir de l'autoroute. Après, je suis retourné le lendemain matin pour la faire redépanner de là où elle avait été mise en sortie d'autoroute dans une station-service. Elle était à un entrepôt. Hier, c'était lundi matin, elle a été relivrée chez mon spécialiste Porsche. Tout de suite, il a fait des vérifs, il a changé la courroie. Il a trouvé que c'était un tendeur hydraulique de la courroie qui avait foutu le camp. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le tendeur, il l'avait changé il y a 3000 bornes, 6 mois, quelque chose comme ça. Ça a fait partie des travaux préventifs que j'avais fait pour fiabiliser la voiture, paradoxalement. Et il m'a dit, non, je comprends pas, ton tendeur, il est tout cramé. Mais il m'a dit, c'est intéressant parce que c'était un tendeur en plastique. Et là, la référence Porsche, elle a changé. Maintenant, ils font un tendeur en acier. Alors, je sais pas si c'était une fragilité ou... Il n'a pas encore fini son enquête, mais le moteur redémarre bien. Il a fait des tests avec. Apparemment, il n'y a pas eu de dégâts autres que ça. Donc, pas grave. Mais... C'est surprenant quand même que cette voiture... Je compare peut-être un peu bêtement, parce que je sais pas, mais tu vois, ma 968, 21 000 km quand même depuis février, à rien.
Eh Alors, ben, je m'attendais à ça. Surtout que en achetant la voiture, j'ai fait tout bien comme il faut. J'ai fait l'IMS en préventif. En mhm. même temps que l'IMS, j'ai fait l'embrayage. J'ai fait les bobines, les bougies, euh, tout un tas de choses pour un total de quand même 9 000 euros. Parce que j'ai besoin que mes voitures soient fiables. Et ouais, j'espère qu'on va y arriver à un moment. Ah ouais, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça m'est jamais arrivé de tomber en panne comme ça, vraiment panne T'as, sèche, autoroute, un t'as, truc t'as qui pas eu lâche. de panne immobilisante? J'ai déjà perdu une roue avec une voiture en roulant, mais Ah, c'est pas alors mal, ouais. je sais pas si on appelle ça une panne immobilisante, mais à la fin j'étais immobilisé, donc j'imagine que si. Ah oui, oui, Euh, bah oui. mais j'ai jamais eu un truc qui, euh, ouais non vraiment qui m'a arrêté un peu sur le bord de la, bon, à part ça, qui m'a vraiment arrêté sur le bord de la route comme ça quoi. Putain, j'en ai eu un Euh, paquet, mais c'est peut-être parce que j'ai multiplié les voitures par rapport à toi. Forcément, quand on en oui a oui bah 55 au total, c'est certain. Moi j'en on ai, augmente son exposition au risque. Oui, ah oui oui moi j'en ai eu finalement très peu, enfin très peu. À moi j'en ai eu 4. Donc bon, c'est quand même pas. Et après, enfin, je veux dire, 99% des voitures avec lesquelles je roule, en dehors des miennes, c'est des voitures que j'ai pour peu de temps. Ou alors c'est des oui, bah voitures oui, de oui, oui, constructeurs ou de concession, ou voilà, que je vais rouler pendant 4 heures pour un essai. bien sûr. Donc évidemment, je suis beaucoup moins exposé à ça. Ouais. Sur la courroie d'accessoires, il nous est arrivé un truc drôle quand même. C'était la première fois qu'on est allé avec mon pote Louis-Xavier voir la Porsche 968 à Grenoble que j'ai actuellement. On allait la voir pour l'acheter quoi. Hmm. Et en revenant, la courroie accessoire a lâché avec un Ouais. Volvo 5 cylindres break, un V60 là, un truc début des années 2000 là. Et on a fait, je crois, 140 bornes sans courroie d'accessoires. Ah, quand Et, même. Ah, pas mal. et la voiture, et on regardait, on s'assurait que tout passait bien. Et à la fin, donc il a réussi à me déposer chez moi. Et il est tombé en rade, genre 20 kilomètres avant d'arriver chez lui, juste parce que les phares se sont éteints. Ah, parce que c'était la nuit. C'était de nuit, on rentrait de Grenoble, et moi j'avais pas encore mon appartement C'était un moteur essence ou diesel? C'était. Parce que euh, parce qu'un moteur à essence, il a besoin des étincelles dans les Non, mais bougies c'est un diesel, d'allumage. je crois. Je crois que c'est un diesel. Ah bah ouais, un diesel, il a pas de bougie, pas besoin. C'est Ouais. la compression seule qui fait Et, l'allumage. on était étonné de la solidité du bazar. Et c'était très Hmm. drôle, et donc, parce que moi j'étais à Avignon à ce moment-là, parce que j'avais pas encore mon appartement à Aix. Et, Ah ouais. ouais, mais on se disait Volvo, Ah on se disait j'avoue, que ouais. c'était solide. Il est tombé 20 bornes avant, mais la voiture continuait, mais il avait plus de phare, quoi. Donc, Oh, j'ai une petite panne sur ma E30 325i Touring. J'ai plus de chauffage. En fait, Ah, quand on enclenche le ventilateur habitacle, bah ça s'enclenche plus, comme si le moteur était grillé. Donc là, au mois de décembre, c'est pas ouf, mais bon, ça va pas être grave à réparer. hmm, ouais. Mais moi j'ai récupéré donc je sais plus quand je l'ai dit, mais j'ai récupéré, donc, enfin j'ai déposé la série 5 chez Overdrive vendredi soir pour commencer les travaux Mhm. dessus. J'avais annoncé la semaine dernière, et du coup j'ai récupéré la Porsche, qui était également en travaux depuis quelques temps. On a fait pas mal de choses dessus, on a fait repeindre le pare-choc avant, changer les joints latéraux qu'il y a au-dessus des bas de caisse qui étaient bien abîmés, on a changé le radiateur, parce qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement, et en fait, bon, le radiateur, c'est un grand rectangle, et aux deux extrémités basses de ce grand rectangle, tu as les soudures avec les pattes pour faire ressortir le liquide, et l'une des soudures était cassée, et donc pas ressoudable, donc il fallait changer le radiateur. Nouvelle durite, il y avait une des durites de DA aussi, de direction assistée, qui fuyait, qui arrosait un peu tout le moteur, donc on l'a changé aussi. Et Ouais. du coup, j'ai récupéré la voiture après ne pas l'avoir conduite pendant quasiment 2 mois, 2 mois pendant lesquels elle était en vente, où j'étais un peu fâché avec cette voiture parce que bon voilà. Mm. Et là, ce week-end, je l'ai prise. Alors j'ai été 2 fois au Castellet avec. J'ai fait aller-retour samedi, aller-retour dimanche. Hier, pour un fonds de commerce que je regarde pour acheter, j'ai fait Aix, Marseille, Le Luc,
Donc déjà un bon 150 km. Ensuite encore 40 km. Ensuite retour Marseille. Bon bref, en gros j'ai fait 800 km en 3 jours avec la voiture. Ouais. Dont de Ouais. l'autoroute, dont des petites routes autour du Castellet. Et Yes. je dois dire quand même que putain c'est vachement bien une 968. Ah bah oui, oui. Franchement, c'est là j'ai repris, je l'ai vraiment utilisé dans tout. J'ai même été au tennis hier soir avec. Donc daily, ville, Mhm. autoroute, petite route grosse attaque et même petite route un peu grasse, un peu mouillée. Genre moi tout ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est bien comme caisse. Qu'est-ce que ça fait tout bien. Ouais. C'est vraiment une voiture qui est exceptionnelle quoi. Bah ouais. Exceptionnelle dans sa capacité à tout faire sans jamais être embêté. Ça glisse. Bon, j'ai pas d'autobloquant, donc la glisse, on va dire elle est bien. Elle est super parce qu'elle est très équilibrée. Donc pour déclencher la glisse, c'est facile. Pour la maintenir, c'est un autre problème. C'est pas Oui. trop faisable. Euh, mais ça marche, c'est cool, c'est beau. J'ai que des compliments avec. J'ai retrouvé le plaisir des phares qui se lèvent, qui est mine de rien un Mhm. truc absolument génial. Euh, c'est vraiment une super caisse, quoi. C'est Ah bah vraiment une je te super comprends. voiture. Ouais. Et c'est vrai que là, elle est toute belle, toute propre et tout. Et pour ceux qui me disent que je l'ai défoncée au Cap Nord, venez la voir en vrai. Elle est dans un état, franchement, si vous voyez des voitures qui ont été conduites comme ça dans des états aussi bien, appelez-moi parce que franchement, vous en trouverez pas beaucoup, quoi. Ah bah ça se voit dans la vidéo récente que t'as fait sur le... Je sais pas si on appelle ça un mi-chemin entre un coup de propre et une restauration totale, mais Ouais, mais ouais, oui. sur le vernis, là, restera Ouais, fixe, la ouais. vidéo complète sortira bientôt. Euh, mais qu'est-ce que c'est bien comme caisse. Bon, après, j'ai encore plein d'idées de modifs, mais alors, c'est c'est comme le. Putain, je l'ai même pas dit d'ailleurs, mais la Wi-Fi est revenue. Je voulais le dire en début, mais bon, pour ceux Oui. qui ne nous voient pas, je suis chez moi. Donc la Wi-Fi est revenue. Ah, ça m'est tombé dessus comme un miracle à Noël. J'étais en train de. Je suis rentré chez moi un soir, la semaine dernière, là. Je commence à remplir ma machine à laver. Et d'un coup, et là, mon boîtier Wi-Fi est au-dessus de ma machine à laver dans un placard. Et d'un coup, je sais pas pourquoi je lève les yeux et je vois la loupiote de la box Wi-Fi blanche, alors que ça Hmm. fait un mois qu'elle est orange. Alors là, blocage, je lâche mon linge, je cours vers mon téléphone, je mets la Wi-Fi. Mais oui, je charge un truc direct, je dis oui, ça Ah, y est, énorme. je peux rester chez moi. Je, je Ah vais ouais, c'est pouvoir comme ça regarder que des tu... Ok. films. Ah bah oui, ça Et change la vie. ah ouais, ça change la vie. Mais bon, bref. Et du coup, il est possible que finalement, parce que je suis sur une opportunité d'investissement, il est possible que du coup, finalement, je vende peut-être la 968. Ah oui, Voilà, elle est donc c'est les re-en-vente. Ok. rebondissements, voilà, c'est la vie, mais si ça se fait à terme, comme tout investissement, ça permettra, si tout se passe bien, d'acheter plus qu'une 968. Alors je Donc, reçois sur Instagram, pardon, je t'ai coupé. non, vas-y, vas-y. Je reçois beaucoup de messages Instagram de gens qui me demandent des news de mon Alpina B10. Ah oui, oui, Bon, alors. évidemment, il n'y a pas de news. J'ai rien à partager avec vous, les gars. Je pense que j'aurai pas de news de la part des gendarmes. Maintenant, la prochaine news, ça va être l'assurance. Hmm. Le dossier est complet. Le courrier d'avocat motivé est envoyé. Maintenant, ils ont 30 jours pour me faire une proposition. Je crois qu'il doit rester encore 3 semaines. Donc, il y aura pas de news avant vers la fin de l'année, hein. Ah ouais. Ouais. Quelle tristesse quand même, ce truc. Tiens, clin d'œil, Erwan. Hier, Mhm. j'ai croisé quelqu'un qui a acheté une de tes paires de gants. Ah! Figurez-vous, j'étais dans Paris en train de dîner avec une de mes filles qui a 7 ans, parce que j'aime bien occasionnellement dîner avec l'une puis l'autre. Et il y a un gars qui rentre dans le restaurant où on était, tout excité, il me dit Alex, ah, je savais que c'était toi, j'avais vu ta voiture devant. Et en fait, c'est souvent Énorme. comme ça que ça se passe. Je suis pas. En fait, l'avantage d'être une sorte de célébrité de rang Z comme nous ou comme moi, c'est que je suis pas du tout emmerdé dans la rue parce que les gens me reconnaissent pas, mais par contre, ils reconnaissent mes bagnoles. Et là, c'était ma 320i Bore, qui est beaucoup sur mon Instagram. Il Ouais. l'avait vu, et comme je me gare souvent comme un porc devant devant la porte de l'établissement où je vais, Garé et comme un ben, Parisien. il a correctement deviné que c'était là où j'étais, et il est venu me Excellent. voir. Il a dit, ah ben, tu sais, moi j'ai une 996, comme toi, j'ai une Targa qui est passée dans 100 bornes, et effectivement, j'avais regardé sa Cool. vidéo. Il s'en sert comme, bah tiens, c'est dans notre sujet, c'est son Comme daily. Daily. Il s'en sert avec toute sa petite famille, sans problème. Trop cool.
Et il m'a dit, ouais, accessoirement, j'ai commandé pour Noël une paire des gants de Erwan. Hmm. On s'est tapé la discute 2 minutes, et puis après, il nous a laissé tranquilles. C'était très sympa. Ah bah Il excellent. s'appelle Olivier. Et ben, vu qu'on est dans la section remerciements, donc j'ai été ce week-end au Castellet. Alors déjà deux trucs. Déjà, quand je parlais en début de podcast du moment où je suis allé filmer avec la série 5 un peu dans les hauteurs derrière chez moi là. Il y avait beaucoup de motards. C'était vendredi. Il faisait très très beau. Et j'étais sur un bord de route, sur un spot que j'aime bien, en train de filmer la série 5. Et un motard en BMW avec son épouse derrière qui passe. Il passe devant moi en me fixant Hmm. et je le vois qui fait demi-tour. Ouais, Et il s'arrête devant comme ça, il fait Erwan. Je fais ouais. oui. Et c'était random, j'étais perdu dans la Ouais, pampa ouais, ouais. un peu loin. Ah, Et mais ouais. je lui dis bah, c'est excellent, ça. Et c'est une période. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'amuse, mais pour moi, c'est quelque chose que je chéris. C'est que l'audience à laquelle je m'adresse est plutôt âgée. Dans le sens où il y a peu de 18-24 ans, quoi. Et il n'y a pas de moins de 18. Donc, Ouais. franchement, 80% du temps, quand j'ai des interactions avec des gens, c'est des gens qui ont plus de 35 ans. Hmm. Et pour moi, c'est génial, parce que, même si effectivement c'est très bien de parler à la nouvelle génération, voilà, j'éprouve une certaine fierté à me dire que je parle à une audience mature. Je trouve ça cool. Et donc bref, on a discuté 5 minutes, et c'était rigolo, parce que c'était très random. Mais aussi, vu qu'on est dans la section remerciements, je remercie Raphaël, qui écoute le podcast, je le sais, que j'ai croisé ce week-end au Castellet, et qui est la première personne qui me fait un retour dans la vraie vie sur le podcast. J'étais au Castellet en train de déjeuner, et il y a un gars, j'étais en train de me servir du parmesan sur mes pâtes, et il y a un gamin qui arrive à côté de moi avec son assiette, et je lui dis bah tu veux du fromage, donc je lui sers. Et le gars dit ah bah c'est gentil, et donc le papa qui était derrière dit ah bah c'est gentil, tu dis merci au monsieur et tout, et là il lève la tête, il me fait mais non Erwan. Je suis le serveur de parmesan officiel du Castellet désormais. Et bref, on a discuté, et c'est effectivement Raphaël, un abonné avec qui j'ai pas mal discuté, qui roule en Lotus Elise 250, etc. Et il m'a dit, surtout n'arrêtez pas le podcast, c'est génial. Donc voilà, merci, il nous a vraiment complimenté, donc merci Raphaël. Très très cool d'avoir de toute façon c'est toujours cool de vous rencontrer déjà d'une part, et de deux, ouais, comme je disais, c'est la première fois que j'avais un retour en vrai de quelqu'un qui écoute le podcast. Bah, ça fait plaisir. Ouais, vraiment. Donc c'est voilà, c'est le moment d'autocongratulation de nous-mêmes. Voilà. Mais, mais voilà, c'était cool. Et j'étais au Castellet, vu que c'est dans les news des jours, pour essayer un bolide plutôt cool. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram en auront vu un petit morceau. J'ai été essayer l'Alpine préparée par Schirmer. Schirmer qui est un préparateur ultra connu. C'est même plus qu'un préparateur, c'est un constructeur, parce que Schirmer est marqué sur les cartes grises, au même titre qu'Alpina par exemple. Sans déconner, je savais pas. Et si, quand t'achètes par exemple une M3 E92 préparée Schirmer, t'as marqué Ouais. Schirmer sur la carte grise. Ah ouais. Et donc, la spécificité de cette Alpine A110 Schirmer GT, c'est une Alpine A110 qui a été modifiée par Schirmer, dont même la structure du châssis a été modifiée, vous le verrez dans la vidéo. 20 exemplaires, numérotés, avec une carte grise française, avec marqué Alpine A110 Schirmer GT. Donc en gros, Ah ouais. tu roules Putain. avec une Alpine GT4, vraiment la caisse c'est une voiture de course, Ah, c'est ouf. avec des plaques d'immatriculation françaises. Ah, c'est dingo, ça. Et ouais, et donc j'ai l'exclusivité mondiale sur cette bagnole, donc ça sortira Putain. avant que les autres médias l'essaient. Terrible. Et donc j'ai pu essayer cette voiture, et dinguerie. Moi qui adore l'Alpine, et qui suis obsédé par l'optimisation ultime de certaines voitures, dans une optique de performance, qui suis obsédé par les réglages, la finesse, tous ces trucs-là. Ah ben là j'ai pris un pied, mais alors monumental. Ah ouais. Et j'ai pu rouler sur le Castellet, qui était toujours une chance de pouvoir rouler sur ce circuit. Et j'ai Donc croisé ça, d'ailleurs beaucoup. ça c'est vraiment une pistarde. Alors c'est une piste, oui, c'est vraiment une voiture Ouais. faite pour la piste, mais qui a des plaques. Donc Ouais. au même titre qu'une GT3 RS, Ouais, c'est ça, Euh, c'est GT3 RS. tu peux y aller par la route, et c'est une voiture qui vaut, selon la configuration et le niveau de performance et de personnalisation, entre 130 et 180 000 euros.
Et la question à laquelle je voulais répondre finalement, c'est parce que forcément quand tu prends par exemple une A110R ou même une A110 tout court et que tu la modifies vraiment beaucoup, que tu commences à aller un peu loin, bah, il y a toujours la question que tu as abordée sur ta chaîne YouTube de la légalité de la voiture, l'homologation, etc. Ouais. Et là, bah, tu as une voiture qui est ultra modifiée, mais qui est 100% légale avec le nom d'un préparateur ultra réputé dessus. Truc de ouf. Donc à venir sur ma chaîne YouTube, c'était vraiment une expérience géniale. Bah, le tarif est plutôt raisonnable, vu ce que Mais tu nous dis là. largement. C'est ultra raisonnable, et vous le verrez dans la vidéo, mais le package global, que ce soit en termes de mise au point performance, d'esthétique de la voiture, d'agrément de conduite, d'agrément de pilotage Oui. général, le package global pour une voiture clé en main, sur base d'Alpine, qui est une base de voiture que j'adore, le tarif est incroyable. Surtout quand tu la mets en face de l'Alpine A110 Ultime, Bah ouais. la version ultime qu'Alpine a présentée, qui vaut 300 000 balles immatriculées. Ce qui est absolument indécent. Il y a pas de... J'ai beau bien aimer Alpine, bon là, voilà. Mais là, t'as un truc, c'est un autre niveau, quoi. Donc, alors, j'ai pas essayé l'ultime, j'espère l'essayer, mais c'est très compliqué, j'en parle dans la vidéo. Ouais. Mais bref, vraiment une expérience de dingue et avec des gens adorables. Et donc voilà, c'était ma petite news supplémentaire. On se ménage un peu de temps pour questions-réponses ? Oui. Vas-y. J'en ai une rigolote de Boris Daube qui nous demande... Pourquoi tu rigoles, là ? Bah, son nom. Ah bah bravo. Ouais. Quel modèle de voiture est le meilleur aspirateur à femme ? Et j'ai trouvé... C'est une vraie question, alors, ça. Non, mais c'est une question qui est d'apparence superficielle et simple, mais qui, en y réfléchissant, est d'une profondeur insoupçonnée. J'ai plusieurs éléments de réponse. Moi aussi. Bon, d'abord, mon premier élément d'analyse, c'est que globalement, elles s'en foutent et que c'est pas comme ça qu'on va arriver à quoi que ce soit avec une nana. Et là, je pourrais citer comme exemple, quand j'ai eu ma première date avec mon ex-femme, avec qui j'ai fait 2 enfants, on est resté 10 ans en couple, on s'est mariés, c'était super. Je l'ai emmené en date, j'étais dans ma E36 Alpina B8 4 litres 6. Donc la série 3 des années 90 avec un V8 mis dedans, ouais, le truc de dingue. Alors évidemment je lui ai pas commenté le truc parce que j'allais pas faire un déballage, mais je voyais qu'elle remarquait rien et je lui en ai parlé beaucoup plus tard. Je lui ai dit mais tu sais tu te rendais pas compte de ce dans quoi t'es monté. Elle m'a dit non quoi, c'est une vieille BM. Alors que elle avait les bandes Alpina sur le côté, elle avait l'écusson Alpina à l'arrière, il y avait marqué B8 4 litres 6. Il y a même une plaque d'édition limitée sur le tableau de bord, donc putain. Ouais, mais bon, faut croire qu'elle n'avait Dieu que pour moi, on dirait. Bah, c'est sûrement ça, c'est évidemment ça. Non, mais ça dépend. Alors, pardon, je te coupe, mais j'ajoute un élément de réponse. Ça dépend de la femme que tu souhaites aspirer. S'il faut reprendre les termes de la question. Ça peut être un élément de réponse, ouais. Parce que si effectivement tu souhaites aller chercher Cindy la coiffeuse, loue n'importe quelle Lamborghini et ça fonctionne. Non, je rigole pas du tout, c'est complètement vrai. Alors, je suis pas si sûr. Non, est-ce que j'ai pas vraiment essayé de faire quoi que ce soit avec mes Ferrari à l'époque, parce que j'étais déjà en couple. Ce que j'ai remarqué qui va dans ton sens, c'est les cabriolets. Alors, n'importe quel cabriolet pour le coup, par exemple un petit Boxster ou n'importe quoi. Par contre, il y a un gros différentiel avant 30 ans et après. C'est-à-dire une jeune minette de 23 ans, elle va être toute folle à chaque fois qu'elle monte dedans, alors que j'ai remarqué, alors je fais des généralités, hein, il y a sûrement des exceptions, mais post 30 ans, souvent, le discours change. C'est plus du tout amusant pour les nanas, elles ont froid, parce que c'est une décapotable, ça fait des nœuds dans leurs cheveux, donc elles voient beaucoup plus facilement les côtés pratiques, et donc ça va être beaucoup moins aspirateur à femme si on vise des post-trentenaires. Alors... Moi qui suis pas spécialiste des post-trentenaires, mais habitué quand même. Voilà, vous en savez plus sur moi. Ah, t'as des choses à raconter, là. Vous savez quoi ? Non, mais j'ai rien à raconter. Non, mais mes trois dernières ex,
Avec toutes plus de 30 ans. T'as quel âge déjà? J'ai 29 ans. Ouais, donc ça va, tu te rapproches. Oui, oui. Bah, enfin, quand je m'en rapproche, elle s'en éloigne. Hein. Oui. C'est pour ça. Mais elles avaient toutes 32 et 33 ans. Et la 968 a toujours super bien fonctionné. Alors, non pas pour draguer, mais c'est une voiture qui a toujours été appréciée dans ce sens-là. Parce que confortable, cool, Porsche. Elles se sont jamais intéressées à l'automobile plus que ça, mais elles ont toujours trouvé ça sympa. Ok. Et parce que c'était plutôt confort. Même si moi, sachant les modifs châssis que j'avais faites, en tout cas avec la dernière, quand je voyais des Dodan arriver, j'essayais toujours de les passer de la manière la plus douce possible en me disant, oh là là, si elle me dit ta voiture elle est trop raide ou quoi, je me disais merde, ça va être un problème. Je fais toujours hyper attention. Ah, mais, oui. mais bon voilà, c'est pour des anecdotes. J'ai remarqué une voiture qui se détache clairement. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'emmenais souvent des nanas en soirée et tout. Et il y a une bagnole, mais ça les rendait dingues. Ah ouais. Une Ford Mustang des années 60. Alors j'en ai eu deux. Oui. Mais non, mais c'est surprenant. Ça les rend débiles. Je crois que ça doit être une combinaison des vibrations, le son caverneux, l'espèce d'excédent de testostérone dégoulinant. Il y a un côté bad boy. Ah bah, je crois que ça éveille un truc viscéral. Parce que c'est tellement une voiture de mec que ça éveille un truc de féminin chez les femmes. Il y a un peu ce côté-là, je pense. Ouais, le côté bad boy aussi, comme tu dis. Alors, mais il y en a une qui vient encore devant. Quand j'avais ma Porsche 993 RS, qui était un peu coursifiée, de temps en temps, j'ai emmené des nanas dedans. Et l'effet de les installer dans le siège baquet passager, de leur mettre le harnais, de leur clipser le harnais, elles avaient comme des frissons, comme si ça leur faisait à la fois... Tu faisais quoi pendant que tu clipsais le harnais Bah, tu sais, les mettre dans le harnais... Je pense que c'est très sécurisant pour elles. Et en même temps, il y a peut-être un peu de dominance parce que je suis en train de les harnacher, tu vois. C'est un sujet qui va loin. Hein. Le podcast va vite être rebrandé. On va essuyer des désabonnements ou des censures. Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, alors, le truc, c'est que il y a quand même une voiture qui revient très régulièrement, je trouve, chez les filles que j'ai côtoyées. C'est les gros 4x4 carrés. Ah ouais? Jeep Wrangler et Mercedes Classe G. Ouais. C'est deux trucs, mais passionnés ou pas passionnés, hein. C'est deux voitures qui sont toujours énormément revenues dans qu'est-ce qu'il y a comme voiture qui te fait un peu kiffer, que tu trouves cool ou quoi. Et le nombre de nanas qui rêveraient de rouler en Mercedes Classe G, je sais pas trop pourquoi. Peut-être c'est effectivement ce côté très sécurisant, très haut, très, très carré, qui peut-être leur parle, mais je trouve, enfin en tout cas moi de mon expérience, c'est un truc qui est beaucoup revenu. Et pareil, le Wrangler, le Jeep Wrangler, c'est la même chose. T'as un côté très, très solide, très carré, très sécurisant, un peu qui peut passer partout, par-dessus tout, y compris sur les trottoirs. Ceci n'est pas un rapprochement rapide pour dire que les jantes sont régulièrement abîmées par des femmes. Mais voilà. Mais bon, voilà. Alors après, est-ce que ce sera suffisant pour aspirer moult? Il y a un dernier niveau d'analyse qui est intéressant. Alors j'ai révélé c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai révélé dans ma toute dernière vidéo qui célébrait mes 50 000 abonnés. Mais j'ai vu ça. Ouais, t'as vu? Et avant de lancer ma chaîne YouTube, j'étais coach en séduction. C'était mon métier, la séduction. Et donc, je peux vous partager... Vous pouvez poser vos questions à Alex en disant question séduction dans l'espace commentaire. Je vais vous partager un petit truc. C'est que... c'est pourquoi, si vous emmenez une nana dans une voiture qui est très communicative émotionnellement, sensoriellement, ça peut susciter ce qui s'appelle en psychologie l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on a tendance à faire une erreur d'attribution, à confondre le contexte d'une expérience avec le sujet d'une expérience. Donc ce que ça donne ici, c'est que si on emmène une nana dans une, je sais pas, je dis n'importe quoi, une Ferrari des années 80
où ça va vrombir, il y a des sensations et tout, bah elle peut avoir le cœur qui bat. Et là, l'erreur fondamentale d'attribution, c'est qu'en fin de soirée, elle va se dire « Oh là là, mais j'étais comme une folle !» Et donc, elle va attribuer son cœur qui bat à une affinité imaginée qu'elle a avec vous. Vous voyez ? Donc, par exemple, si vous faites une date en acrobranche, c'est un autre exemple de ce phénomène, elle va vivre des émotions folles, le cœur qui bat, elle aura tendance à penser que c'est le mec qui lui fait battre son cœur, alors qu'en fait, c'est la bagnole. Traduction, si vous voulez serrer une meuf facilement, emmenez-la faire un truc un peu extrême. Et soyez extrêmement à l'aise dans ce truc extrême. Vous serez le c'est roc important. sur lequel elle voudra s'appuyer. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me vient en tête d'un coup. Oui. À l'opposé du Classe G et du Wrangler, je sais que une petite voiture, typiquement une petite voiture un peu rigolote, genre les Fiat 500 originelles, les toutes petites, là, les mini pots de yaourt, ça je sais que c'est un truc drôle. Parce que je pense que ça, elles sont ça folles de ça. renvoie à un côté, le mec en a rien à foutre. Et t'as un côté assez amusant. Et il en a forcément une grosse, parce qu'il n'a pas besoin d'une grosse bagnole. Il n'a rien à prouver. Mais c'est ça, ouais. Parce que déjà, il galère pour rentrer dans la voiture. Voilà. Je fais 1m90. C'est forcément un mec qui est à l'aise dans sa virilité. Bah oui. Ça, il y a un move là-dedans. Là. Il y a un truc. Pareil, question importante. Faut-il sortir sa voiture de sport dès le premier date ? Ah, alors ça, c'est super intéressant. Moi, je pense pas. Alors, moi, j'ai une réponse en 2 temps. Ouais. Il faut... c'est encore mon ancien métier. La déviation est arrivée, ça y est, c'est parti, ça part n'importe où. Non, mais on parle de bagnole. Donc mais je suis sûr que tout le monde écoute, à mon avis. Là, je vois les mecs qui écoutent. Ce qui est super important, tout le monde a monté le volume. C'est que la première date doit être une extension de son train de vie normal. Donc, ça veut dire que sortir la grosse voiture, si c'est pas son train de vie normal... Si tu veux, Erwan, la catastrophe, ce serait de louer une voiture de sport pour la première date. Pour impressionner. Alors ça, c'est game over. Ah non, ça c'est mort, je peux pas. Par contre, si juste t'es un mec qui roule en 512 TR et que t'aimes bien sortir le soir avec, et que si t'étais avec un pote homme, tu prendrais la 512 TR aussi, bah tu vas pas non plus la cacher. C'est juste vivre ta vie telle que tu la vis d'ordinaire. T'as rien à prouver, rien à impressionner. Si ordinairement... Ton samedi soir, c'est de sortir ta 512 TR pour aller boire des coups avec des potes, c'est franchement... Ah bah, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un petit épisode de vie où c'était comme ça. Hein. C'est un peu la classe. Je la sortais dans Paris, c'est sympa. Hein. Bah, c'est une de ces bagnoles, pour reboucler le sujet, qui est très communicative à 30 à l'heure. Hein. Ouais, je pense, puis t'as un côté... À mon avis, tu vois là, parce que c'est pareil, on revient sur... Ça dépend de qui t'as envie d'impressionner. Mais déjà tout ce qui est bling, tout ce qui est voiture un peu qui dégage une notion financière, déjà moi je dis un peu pas ouf, enfin pas dingue. En revanche, une voiture qui renvoie une image peut-être tu vois une voiture un peu plus collection, qui peut renvoyer un côté passionné, qui peut renvoyer un côté il aime des trucs un peu spécifiques ou des sensations, voilà. Ça, je pense que c'est plus positif. Parce que si on parle de sensations, tu vois, pareil, mais ça dépend toujours qui on veut impressionner, mais une Golf 7R, ligne Krapovic, stage 2, ça ne marche pas. C'est non. Oui. C'est pas possible. Non, je dirais qu'en règle générale, les grosses bagnoles, vaut mieux les garder pour après le sexe, quand on veut passer du... Quand on veut passer d'une relation d'une nuit à quelque chose de plus pérenne, faut surtout pas utiliser la bagnole pour coucher avec la nana. Ah bah non, faut sortir ces cartes-là après. Bah oui. Non, ça c'est... Là, quand tu sors la bagnole, c'est quand tu vas la chercher au bout du 2e ou 3e date ou un truc comme ça, et qu'il y a déjà un truc, tu vas la chercher chez elle. On est d'accord. Là, tu sors la voiture, mais t'as rien dit et t'en fais pas un flanc. Ouais. Donc, question intéressante. On ne commande pas sa voiture, on ne commande pas sa montre, oui. Bah non, s'il y a que ça à prouver, bon, c'est pas très intéressant, quoi. Voilà. T'as une question, Erwan, pour terminer ? Oui, il y a Max Bra qui a dit « Question actu, que pensez-vous de la nouvelle Toyota GR GT ?
Un constructeur généraliste serait-il en train de proposer une supercar plus désirable que les constructeurs spécialisés dans le domaine? Je trouve la ligne folle, gros V8, architecture moteur avant, capot démesuré, design agressif sans en faire trop. Tu l'as vu passer cette voiture? J'ai mis dans mes favoris à regarder une ou deux vidéos, mais tu sais, Oui, je sais. post 2008, les voitures sont mortes pour moi. Donc, bon. Moi, alors, effectivement, j'ai pas. Pour être très honnête, je suis beaucoup moins. Comment dire? Excité, intrigué, émoustillé par la sortie d'une nouvelle supercar de nos jours. Ouais. C'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même. Mm. L'époque où j'étais comme un dingue, c'était jusqu'à 2020, 2021. On avait encore des voitures qui étaient régies par l'émotion plus que par la performance absolue. En revanche, moi, ce qui me plaît, c'est pareil, je sais qu'il faut que j'aille voir cette vidéo pour savoir un peu plus ce qui se passe au cœur de cette voiture. Ce que je remarque, c'est que Toyota, ça fait depuis quelques années que tous les ans, les mecs sortent des dingueries. Que ce soit par les petites voitures, la Yaris GR, la GR86, la Corolla GR qu'on n'a pas, la GR Corolla plus exactement, qu'on n'a pas en Europe, la Supra GR, la Supra boîte manuelle, que sais-je en plus. Les mecs sont présents dans toutes les catégories de sport auto, Ouais. endurance, rallye, rallye raid. En F1, ils sont liés à As. Ils font des voitures thermiques, hybrides, électriques, ils sont dans toutes les nouvelles, dans tous les cas d'énergie possibles. Et en plus de ça, après avoir fait rêver les gens en proposant des petites voitures, là les mecs ils coiffent tout le monde en proposant une supercar. Enfin, en fait, je dis ça dans le sens où c'est quand même, on a l'impression qu'ils sont hors considération du monde dans lequel on vit, alors qu'ils sont en plein dedans, puisque c'est justement la vente de voitures hybrides, etc., qui leur permet de continuer à développer des trucs comme ça. Mais quand ils le font pas à moitié. C'est impressionnant, ouais. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est génial. Oui, les mecs, attends, ils arrivent, ils posent un concept Lexus LFA, un concept la Toyota GRGT et la version de course. En expliquant quand même si j'ai pas trop été voir dans la détail, que la GRGT, c'est littéralement la voiture de course mise sur la route. Moi j'applaudis, franchement. On peut applaudir. Enfin, Ouais. je trouve ça extraordinaire, et donc pour ça, même si je suis moins intéressé par la voiture en elle-même, parce que ça sera certainement bien, ça sera certainement cool, mais c'est vrai que j'ai passé ce sentiment d'excitation un peu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle supercar qui sort tous les 4 matins. Ouais. En revanche, je salue le coup de poing sur la table régulier que fait Toyota tous les ans en nous sortant des trucs qui sont cool et qui, je l'espère, poussent aussi les autres à rester dans le game de faire des bonnes voitures, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Yes. T'en voulais placer une dernière pour la fin? Si t'en as une, vas-y. J'en ai une très rapide. C'est Olivier Gauthier. Et je vais la poser parce que c'est pas le seul à avoir posé cette question. Alors celle-ci, elle s'adresse à moi. Vas-tu acheter ta TVR Griffith, Alex? Ah oui, je l'ai vu passer, ça. Et je pense que c'est des mecs qui... Non, je sais pas que je le pense. Il y en a un qui l'a dit. Il a vu mes posts sur les forums TVR. J'avais posé quelques questions pour avoir des renseignements. Et non, je ne vais pas acheter une TVR Griffith parce que contrainte familiale. J'ai pas envie d'avoir une voiture que je peux utiliser peu. J'aime bien utiliser régulièrement mes voitures, donc il faut qu'il y ait au moins des petites places arrière. Et c'est pour ça un peu la mort dans l'âme. J'ai jeté l'éponge sur ce projet-là. Et je vais probablement à la place acheter, dès que j'ai les sous, je vous l'ai déjà dit, des années 60, une Alfa Giulia, la version berline, petite berline de 1 tonne des années 60. Parce que 4 portes. Excellent choix. Le rapatriement Aix-en-Provence. T'as déjà roulé des TVR? Non.
J'ai jamais roulé de TVR. Tout le monde m'a toujours dit que si moi qui aimais les voitures qui étaient sans filtre, un peu dangereuses, brutes de pommes, etc., il fallait que j'essaie. En J'ai plus, pas eu toi qui aimes rouler sur le couple, là tu vas être servi. Oui. Et donc C'est, j'ai c'est- pas eu l'opportunité. J'ai pas eu l'opportunité, Donc la mais je TVR serais. Griffiths, c'est la voiture de sport anglaise des années Oui, je 90, vois très bien. emblématique, très légère, qui pèse quoi, 1 tonne, tout Oui, il y en a une cassé. qui me fascine, c'est la Sagaris. Avec les Hmm. échappements bizarres, latéraux. Ça, Enfin, pas ça latéraux, c'est mais. un peu après les années 2000. Ouais. Mais ça, juste esthétiquement, ça m'a toujours. En fait, quand tu la vois, ça hurle voiture dangereuse. Et Oui, du coup, c'est excitant. Puis on en voit vraiment très, très, très peu. ah c'est rare, ouais. Enfin, même des TVR d'ailleurs en général. Donc, c'est vrai que pour ça, je serais assez curieux d'essayer. Ça se présentera sûrement Hmm. un jour. Yes. Voilà. Bon. Eh ben, nous clôturons ce podcast mi-cuir, mi-voiture. Euh, Ah, Stéphane. merci de nous avoir écoutés comme d'habitude. Nous sommes au 11e épisode quand même. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous. 11e épisode et toujours pas serrer la main Le entre 11e nous. épisode est toujours pas serré la main. Je sais pas à quel épisode ça arrivera, on peut faire des prédictions Ouais, maintenant. on va voir. Mais merci à notre partenaire Ovoco de nous soutenir dans ce projet. Et merci à vous, bien sûr, d'écouter, de regarder, de commenter. On vous rappelle que pour poser vos questions, vous précédez votre commentaire de la mention question en majuscule et on y répond dans le podcast. Merci Alex Ciao. et à la semaine prochaine.